Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Colomban. Nous sommes le 11 juin 2024, il est 19 heures. Je peux ainsi déclarer cette séance ouverte. D'entrée de jeu, je voulais profiter d'un petit moment parce que je ne l'ai pas fait au cours des derniers mois. J'attendais que ça se fasse. D'un coup, il y avait toujours l'opportunité que Mme Rainville change d'idée. Donc, je voulais souligner le départ à la retraite de notre trésorière qui a consacré plus de 25 ans, 30 ans de sa vie. 34 ans de sa vie, à tenir le coffre-fort de Saint-Colomban, les cordons de la bourse très serrés. Donc, je tiens à souligner, la remercier pour tout le travail qu'elle a fait. Ça a été une ressource très, très appréciée auprès de la Ville. Et de ma part aussi, on m'a donné plein de trucs sur notamment comment cacher de l'argent dans un budget. Ça peut être très utile aussi dans des contextes complexes. Mais surtout, elle a été d'une disponibilité hors pair à partager ses trucs. Mme Rainville a passé, à travers les années, de statut de paroisse, de village, de ville. Elle est rentrée ici comme commis comptable. Elle a ensuite progressé dans sa carrière jusqu'à atteindre le poste de directrice des finances. Donc, je lui souhaite une retraite bien méritée, calme, posée. Et je comprends qu'elle n'a pas dit encore, elle n'a pas tiré un trait sur sa carrière professionnelle. Donc, il est peut-être question qu'elle prenne de courts mandats, comme notre ancien directeur général qui se promène dans l'Est du Québec à prendre des mandats à gauche et à droite pour essayer de relever des villes ou accomplir des mandats très précis. Donc, je lui souhaite bonheur et qu'elle profite de son appareil photo, de son vélo et qu'elle visite du pays. Donc, un grand merci, Mme Rainville, pour tout ce que vous avez fait. Ça nous amène ensuite en adoption de l'ordre du jour. Donc, il n'y a pas d'ajout ni retrait séance tenante. Ça pourrait être quelqu'un qui propose, s'il vous plaît. Valérie Gravette a proposé. Merci beaucoup. En suivi, moi, je n'avais rien qui était noté au niveau du suivi. Tout avait été répondu séance tenante. Si jamais je me trompe, les gens peuvent toujours intervenir à la fin de la séance. 2.1.2, période d'intervention réservée aux élus. J'ai oublié de noter l'absence de M. Urbain, là, qui nous a déclaré son absence à la dernière minute pour urgence familiale personnelle. Donc, il était supposé être ici, mais a dû choisir d'être père au lieu de conseiller municipal ce soir. Donc, il est évidemment excusé. Donc, ça nous amènerait à la conseillère du district 2. Est-ce que vous prenez parole ce soir, Mme Wilson? Non. Mme Darèche? Non plus, Mme Merci. Allez-y. Bonsoir à tous. Donc, on invite les gens à la fête nationale. Donc, le 24 juin prochain au Parc Félan. Donc, le site va ouvrir à 16h et les spectacles seront Les Pères Pétus, Jérôme 50 et Qualité Motel. Donc, on vous attend tous pour venir fêter avec nous le 24 juin. Merci. À cet effet-là, on change un peu de créneau. Là. On s'était démarqué beaucoup dans le punk, rock, au niveau fête nationale. Qualité Motel, ça va être des DJ, donc une ambiance un petit peu plus party, avec, c'est ça, une musique un petit peu plus moderne, et on délaisse un peu les instruments de musique pour y aller avec un party d'ambiance un petit peu plus moderne, j'oserais dire. On va essayer ça. Madame Gravel? Alors, bonsoir. Je vais simplement vous parler des travaux sur le territoire. Comme vous avez pu remarquer, les travaux sur Saint-Nicolas entre la montagne et la rue aux Mers sont débutés. Ça va durer environ 2 semaines. On vous invite à aller visiter la page Info de travaux sur le site web de la Ville pour de plus amples informations et pour le reste des travaux. Merci et bonne soirée. Merci. Madame Scriven, pas de parole. Madame Rabé-Beaulieu. Merci. Alors oui, la saison des festivités est débutée. Alors j'aimerais vous inviter au premier marché public de la saison qui aura lieu ce jeudi de 16h à 20h sur le lieu habituel de marché public là, au 323, montée de l'église, donc au parc, derrière le parc Félan. Et il y aura diverses offres alimentaires pour l'occasion là, sous forme de camions, restaurants, et également de la musique là, sur le site. Donc on vous attend pour revoir vos marchands préférés cette année. À bientôt. Merci, Madame Lapointe. Oh, d'accord. Point 2.1.3, période d'intervention du public relativement au sujet à l'ordre du jour. Donc, c'est une période de questions qui est réservée avant la tenue de vote. Si jamais vous voulez vous exprimer avant que le conseil prenne une décision, c'est le temps. On privilégie tout le temps les questions dans la salle avant d'aller en ligne. Puis, il faut que ça concerne absolument les sujets à l'ordre du jour. Ceci dit, il y a quand même une période de questions à la fin de la séance, si jamais vous voulez vous exprimer, mais ce sera après les votes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle
avant la séance? Non? On a reçu une question en ligne hier, je pense, qui concerne une décision à venir. Donc, Mme Sénécal va en faire la lecture et c'est Mme Gravel qui va y répondre, considérant que ça concerne le comité de sécurité routière. Exact. Donc, Maude Boyer, Chemin du Roi. Je souhaite exprimer mon opposition à l'enlèvement de la signalisation d'arrêt-stop prévue pour le 1er juillet sur rue Chemin du Roi au coin de Chemin de la Fée. Il y a déjà eu la suppression d'un arrêt-stop à la jonction du Chemin du Roi et de la rue du Château, ce qui a suscité des préoccupations. De plus, des dos d'âne ont été installés il y a quelques années en raison de la vitesse excessive des véhicules. En enlevant les arrêts-stop, la vitesse sur la rue, qui est une ligne droite, augmentera considérablement, ce qui pourrait entraîner des risques accrus pour la sécurité des piétons et des résidents, jeunes familles. Je vous remercie de prendre en considération cette demande et de reconsidérer votre décision pour le bien de notre communauté. Alors, bonsoir, Madame Boigny. Si je me permets, j'ai aussi reçu vos questions supplémentaires que vous avez envoyées à la directrice des communications. Alors, je vais tenter de répondre à toutes vos questions du même coup. Donc, je comprends votre inquiétude vis-à-vis le retrait des arrêts. Ceci étant dit, il faut comprendre qu'on fait une analyse complète des arrêts et cette analyse-là, elle est suite à des plaintes de citoyens concernant le non-respect des arrêts par les automobilistes. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir des policiers sur tout le territoire et à toutes les intersections en tout temps. Et un arrêt, ce n'est pas en place pour ralentir la circulation, c'est en place pour permettre qu'on ait un bon débit, la priorité des véhicules. Notre analyse a été faite aussi en fonction du tome 5 de la sécurité routière. Et aussi, bon, il y a plusieurs segments sur l'analyse, mais aussi la visibilité qui est un point. Sur la rue du Chemin du Roi, le chemin de la Tour a aussi été analysé, mais puisque la visibilité n'était pas bonne, ne correspondait pas à tous les critères, il n'a pas été retiré. Ceci étant dit, il y a une bosse de ralentissement qui va être installée entre la rue du Prince et la rue du Château. Permanente. Et c'est une bosse de ralentissement permanente. Merci, Monsieur le maire. Et à la ville de Saint-Colomban, il y a plusieurs années, quand on avait une plainte comme quoi que les gens ne respectaient pas la limite, c'est des arrêts qui étaient toujours mis en place parce qu'il n'y avait pas d'autres mesures de mitigation. Maintenant, on a d'autres mesures, des mesures qui sont permanentes, des mesures qui peuvent être temporaires aussi, comme des radars de vitesse, mais la décision a été prise en fonction que nous allons aussi suivre le dénouement suite à l'installation de la bosse de ralentissement. Et puis, s'il y a lieu, s'il y a quoi que ce soit, je vous invite à communiquer avec votre conseillère municipale, Mme Danielle Derèche. Je souhaite que j'ai répondu à toutes vos questions et je vous souhaite une bonne soirée. Donc, si je peux me permettre, on enlève des arrêts quand on considère que le débit ne justifie pas en sens perpendiculaire le croisement des intersections, mais on reconnaît, on le sait qu'il y a une problématique de vitesse. Donc, quand on vient réaliser des bosses de ralentissement permanentes, évidemment, les croquis, les devis de conception sont faits pour régulariser une vitesse à 30 km/h. Donc, pour ceux et celles qui en empruntent sur le territoire, ces bosses-là, quand on roule 30, 35, 38 km/h, on n'a même pas besoin de toucher à ses freins. Ce qu'on veut instaurer comme comportement, c'est une régularisation d'une vitesse dans les quartiers résidentiels entre 30 et 40 km/h. On veut se débarrasser des gens qui roulent au-dessus de cette vitesse-là, mais on veut que la fluidité demeure sur le territoire. L'enjeu qui est rapporté par Mme Boyer, c'est un problème de sécurité. On en est conscient. Si on n'était pas conscient, on ne ferait pas de bosse de ralentissement. La bosse de ralentissement, elle est faite pour ralentir la circulation, mais garder une fluidité. Instaurer des arrêts où il n'y a pas de débit qui justifie à des véhicules de s'arrêter alors qu'il n'y a jamais personne à une intersection 95 % du temps, c'est dangereux. Parce que les gens ils développent le réflexe, malheureusement, de ne pas faire l'arrêt. Puis il n'y a rien de plus dangereux dans un quartier résidentiel, une intersection où les enfants, les gens pensent que l'arrêt va se faire, puis qu'on a fini par développer un réflexe de ne pas faire l'arrêt parce qu'il n'y a jamais personne à l'intersection. Puis actuellement, puis ces exemples-là ne font pas exception, on n'a jamais retiré des arrêts à une intersection 4 voies. On travaille toujours en T. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des arrêts qui se sont mis dans un croisement en T, là, donc il n'y a pas un croisement, c'est pas une croix, là, c'est vraiment un T, c'est là qu'on vient augmenter la fluidité mais on veut quand même que les gens ils respectent la zone de 30. Puis c'est pour ça qu'on vient instaurer des bosses. J'espère que ça complète. Sinon, la réponse, c'est bien sûr.
Il y a aussi une pancarte là, qui affiche qui parle de la modification puis les retraits à partir du 1er juillet. Même chose pour la rue, le chemin des pensées. Je veux que vous sachiez aussi sur le chemin des pensées, il y a une base de rendement permanente qui va être là. Et autant sur le chemin du Roi que rue des pensées, le retrait de l'arrêt ne se fera pas tant que la base de rendement permanente n'est pas mise en place. C'est important. Donc, voilà. Et on a plus d'une vingtaine de bases de ralentissement qui vont être ajoutés sur notre territoire. Et on a seulement 3 arrêts qui vont être retirés en tout et partout sur notre territoire cette année. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions depuis? Non? Ça va? On passe au 2.1.4, adoption du règlement 1002-2024-02, modifiant le règlement 1002-2024 relatif à la tarification de l'ensemble des services municipaux. Mme Wilson avait donné l'avis de motion le mois dernier. Donc, il y a eu quelques petites modifications là, considérant les modifications apportées au titre et à l'article 1 afin d'harmoniser ces derniers avec le titre du règlement 1002-2024 ainsi que ces modifications. Et que ces modifications, pardonnez-moi, ne change pas l'objet du règlement 1002-2024-02. Le règlement a été mis à la disposition du public dès le début de la séance ou sur le site Internet. Il est proposé d'adopter le règlement. Est-ce que quelqu'un le propose? Je vais le proposer, M. le maire Christian Wilson. Merci beaucoup. Ça nous amène au 2.1.5. Donc, adoption du règlement 1011-2019-05, modifiant le règlement 1011-2019, version 2, concernant la qualité de vie. L'avis de motion avait été donné par Mme Derèche le 14 mai dernier. J'avais fait la présentation, la synthèse du règlement le mois passé. Donc, si jamais ça vous intéresse de connaître le contenu, j'avais fait quand même un bon descriptif. C'est disponible et archivé sur la page Facebook, c'est la page YouTube de la Ville. Considérant que le règlement a été mis à la disposition du public dès le début de la séance, ça prend quelqu'un qui propose son adoption, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Merci, Mme Derèche. 2.1.6, adoption du règlement numéro 1028-2024-01, modifiant le règlement numéro 1028 déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis. Donc, même chose, l'avis de motion avait été donné par Mme Derèche le 14 mai dernier. Le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance sur le site Internet de la Ville. Il serait proposé d'adopter le règlement numéro 1028-2024-01. Nous, on a fait une rencontre volontaire. Là. On avait organisé une rencontre, c'est lundi, M. Parent? Les journées passent, c'est lundi. Donc, on avait signifié l'intention de rencontrer les gens qui étaient touchés par ce droit de préemption-là. Il y a eu la présence d'une seule propriétaire. Mais nous, c'est toujours notre intention, quand on pose un geste comme ça, de rencontrer les gens puis de leur expliquer c'est quoi les tenants et aboutissants du droit de préemption. Puis c'est ça, on a tenu la rencontre. C'était une rencontre privée, mais ça a été très, très intéressant, très instructif. Donc, suivant ça, qui propose l'adoption? Je vais le proposer, M. le maire. Merci. 2.1.7, mandat à la firme Bélanger-Sauvé dans le cadre du dossier de cours 700-17-02-0571-245, boutique de golf Jules Garot contre Ville de Saint-Colomban. Donc, la Ville désire mandater un procureur. La boutique de golf Jules Garot a trouvé une autre raison de poursuivre la Ville. Donc, on n'a pas le choix d'y répondre. On vient mandater Bélanger-Sauvé pour conseiller la Ville et entreprendre toutes les procédures requises. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravette, je vais proposer. Merci. 2.1.8, approbation d'une transaction signée dans le cadre de l'expropriation d'une partie du lot 6 339 683 chemin Rivière-du-Nord, dossier SAIM 3320 52 04, considérant la résolution 036-01-2024 adoptée à la séance ordinaire du 16 janvier 2024 afin d'acquérir notamment une partie du lot 6 339 683, considérant que la Ville a intenté des procédures d'expropriation pour cette partie de l'eau dans le dossier de cours, considérant l'entente survenue entre les parties et la transaction signée par M. Sylvain Comeau, directeur général adjoint, le 5 juin 2024 à titre de représentant de la Ville. Il est proposé d'entériner la transaction signée par les parties le 5 juin 2024 dans le cadre du dossier précédemment nommé, de donner par la présente résolution plein effet à l'entente précédemment citée la transaction signée par M. Comeau, directeur général adjoint, au même titre que si elle avait été signée par le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière, d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer tout document ultérieur afin de donner plein effet à l'entente précédemment citée, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement règlement numéro 2032, code budgétaire 22 386 711, projet 2024-11. Ça concerne l'emprise qui va suivre les travaux chemin Rivière-du-Nord, montée de l'église, afin d'aménager une piste cyclable jusqu'à la rue du Pérideau. Donc, c'est une des propriétés sises là, sur le tracé sur chemin Rivière-du-Nord. Est-ce que quelqu'un propose? Ayla Scriven, je vais le proposer. Merci.
2.1.9, création d'une réserve pour fin publique affectant le lot 6 398 904 du cadastre du Québec, considérant que la Ville se doit de préserver certains espaces pour la construction d'un garage municipal, considérant que la Ville a les pouvoirs requis pour imposer une réserve pour fin publique sur des biens immobiliers en fonction des pouvoirs qui lui sont dévolus, notamment en vertu des dispositions des articles 570 et suivants de la Loi des Cités et Villes, ainsi que l'article 145 de la loi concernant l'expropriation. Considérant que la Ville désire procéder à la création d'une réserve affectant le lot nommé, il est proposé que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit, que la Ville se prévaut notamment des dispositions de l'article 570 et suivant et l'article 145 et suivant des lois que j'ai nommées précédemment, que la Ville décrète l'imposition d'une réserve sur l'immeuble 6 398 904 et que la Ville mandate ses procureurs, PFD avocats, pour prendre les dispositions légales nécessaires à l'imposition d'une réserve et d'entreprendre toutes les démarches appropriées pour donner plein et entier effet à la présente résolution. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, j'ai proposé. Merci, Mme Gravel. 2.1.10. Autorisation d'entreprendre toutes les démarches requises afin d'acquérir de gré à gré ou par voie d'expropriation un immeuble destiné à des fins publiques, le lot 6 398 904, considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville et des contribuables de compléter l'acquisition d'immeubles nécessaires pour la construction d'un garage municipal. Considérant qu'à cet effet, il est requis de faire l'acquisition du lot. Il est proposé, s'il est possible d'acquérir l'immeuble de gré à gré, de mandater un notaire afin d'effectuer la préparation de l'acte notarié, d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer tous les documents requis afin de procéder à l'acquisition du lot. Il est convenu que tous les frais inhérents à cet acte d'achat sont à la charge de la Ville. Dans le cas où la Ville devrait procéder par expropriation, le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante pour valoir toute fin que de droit. La Ville de Saint-Colomban décrète l'acquisition par voie d'expropriation de l'immeuble ci-après décrit. L'immeuble visé par la présente résolution est le suivant. Le lot 6 398 904. L'article 4, que si nécessaire, la Ville mandate la firme PFD Avocat afin qu'elle procède à l'expropriation du lot et prenne les recours judiciaires nécessaires. Article 5, que si nécessaire, les procureurs soient autorisés à retenir les services professionnels requis pour le cheminement de ces dossiers, tels que les services d'un arpenteur, géomètre, d'un notaire et d'un évaluateur à créer. Là, je viens d'expliquer le processus pour un lot. Dans la séance, il y en a 4. Okay? Il y en a 3 qui affectent le garage municipal. Il y en a un qui affecte un terrain intersection Rivière-du-Nord de l'Église. C'est pour un tout autre type d'infrastructure publique. Il y a 3 lots, comme j'ai dit, qui touchent le garage municipal. Donc, l'idée, là, la façon dont on fonctionne, c'est d'abord de créer une réserve, parce que la réserve, finalement, elle vient protéger la Ville de toute modification qui pourrait être faite dans le cadre du processus. Donc, évidemment, quand on vient faire une expropriation, quelqu'un peut avoir l'intention d'y faire appliquer toute dépense qui a été afférée. Mais en appliquant la réserve, tout ce qui est fait après l'applicabilité de la réserve ne peut pas être, comme on pourrait dire, dédommagé, c'est un bon terme, par la Ville de Saint-Colomban. Donc, c'est le processus. Donc, on crée la réserve, puis ensuite, on fait une résolution pour proposer une entente gré à gré ou expropriation. On se donne les 2 options. Comme on dit souvent, nous, on préfère s'entendre, mais on se donne quand même les moyens d'arriver à l'expropriation parce qu'on a des prérogatives qui sont pour nous assez urgentes, qui justifient l'expropriation. Donc là, je l'ai fait pour un lot. On va répéter la chose pour 3 lots. Ça prend quelqu'un qui propose avant d'aller plus loin. Valérie Gravel, j'ai proposé. Merci. 2.1.11, création d'une réserve pour fin publique affectant le lot 6 398 905 du cadastre du Québec. Donc, même démarche. On veut que la résolution fasse partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit, que la Ville se prévaut notamment des dispositions des articles 570 et suivants de la Loi sur les cités et villes et l'article 145 de la Loi concernant l'expropriation. On vient spécifier le lot, 6 398 905, puis on mandate PFD Avocat pour faire les démarches. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, j'ai proposé. Merci. 2.1.12. Autorisation d'entreprendre toutes les démarches requises afin d'acquérir de gré à gré ou par voie d'expropriation un immeuble destiné à des fins publiques, lot 6 398 905. Même chose, là, c'est le même libellé que la résolution précédente, mais là, ça concerne le lot. Il y a 2 résolutions précédentes. Ça concerne le lot 6 398 905. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, j'ai proposé. Oui, merci. 2.1.13, création d'une réserve pour fin publique affectant le lot 6 398 906. Donc, vous voyez là, la création des lots, là, c'est le lot 6 398 904, 905, 906. Donc, c'est 3 lots qui sont contigus.
Même chose, on vient mandater la firme PFD Avocats pour créer la réserve. C'est en lien avec l'article 570 et suivant de la loi sur les cités et villes et la loi concernant l'expropriation, les articles 145 et suivants. Et c'est le lot 6 398 906. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabiboullier, je vous le propose. Merci, madame. 2.1.14, autorisation d'entreprendre toutes les démarches requises afin d'acquérir de gré à gré ou par voie d'expropriation un immeuble destiné à des fins publiques. Maintenant, 6 398 906. Donc, même chose, une procédure si on s'entend gré à gré et une autre procédure si jamais on irait en voie d'expropriation. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Dorèche, je propose. Merci, mme Dorèche. 2.1.15, création d'une réserve affectant le lot 6 564 409 du cadastre du Québec. Donc, considérant que la Ville se doit de préserver certains espaces afin de permettre la construction d'infrastructures publiques, considérant que la Ville a les pouvoirs requis pour imposer une réserve, donc même préambule, on vient faire valoir que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. C'est en lien avec les mêmes articles de la loi sur les cités et villes et la loi concernant l'expropriation. Ça concerne le lot 6 564 409 et on mandate PFD Avocats d'entreprendre toutes les dispositions légales nécessaires à l'imposition d'une réserve. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabiboullier, je le propose. Merci. 2.1.16. Autorisation d'entreprendre toutes les démarches requises afin d'acquérir de gré à gré ou par voie d'expropriation un immeuble destiné à des fins publiques. Même lot que la résolution précédente, 6 564 409. Donc, un scénario si on s'entend de gré à gré, un scénario si on va par expropriation. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabiboullier, je vais vous le proposer. Merci, Mme Rabiboullier. Donc, il faut comprendre que ces gestes-là, j'ai envie de dire, c'est un effet domino de toute la planification du plan particulier d'urbanisme et de la valorisation du périmètre urbain. Donc, on l'a dit, notre souhait, c'est d'avoir un réseau d'infrastructures publiques, donc égouts, aqueducs. Donc, on a besoin d'espace pour le dernier terrain afin de concevoir puis de rendre possible le traitement des eaux usées puis le prélèvement d'eau potable. Pour le garage municipal, c'est la même chose. Il est situé à l'intérieur du périmètre urbain, puis il faut le déplacer parce qu'on anticipe des zones d'habitation denses autour du site du garage. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déterminé un site qui, pour nous, n'est pas très loin, est bien situé sur le territoire, peu de voisins autour, très peu de propriétés construites, près de la zone industrielle. Donc, pour nous, là, c'est vraiment... Il y a beaucoup d'avantages à cibler ce lot-là, puis on a regardé l'ensemble du territoire. Et on avait des terrains disponibles qui étaient très loin du centre. Donc, évidemment, d'aller construire une infrastructure qui est loin du centre-ville, bien, ça génère des coûts. On a regardé d'autres sites, puis on se ramasse toujours très près des propriétés résidentielles déjà construites. Fait que quand nous, on a regardé le territoire, on a pesé le pour et le contre pour chaque scénario. Puis le scénario qui nous amène au secteur, là, intersection Saint-Paul-Brisebois, c'est vraiment le scénario idéal dans la perspective où actuellement, l'effet, là, les conflits d'usage potentiels, ils seraient pratiquement nuls parce que c'est pratiquement pas construit. Puis on serait voisin d'une zone industrielle qui a un zonage fait pour ça, puis où on anticipe éventuellement un développement dans ce territoire-là. Donc, ça peut pas... Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ça va? Est-ce que ça avait été proposé, Mme Rabiboullier? 2.1.17, projet de regroupement de l'Office municipal d'habitation des Laurentides, de l'Office municipal d'habitation des Hautes-Laurentides, de l'Office municipal d'habitation des Pays d'en haut, de l'Office municipal d'habitation de Prévost, de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Hippolyte, Sainte-Sophie, Saint-Colomban et Saint-Jérôme. Donc, j'aurais dû vous la faire lire, cette réseau-là, Mme Lapointe. Ah, allez-y. Vous avez travaillé là-dessus. D'accord. Oui, un instant, j'ouvrais ma petite page au complet. Alors, projet de regroupement. Considérant qu'en vertu de l'article 58.1.2 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, le gouvernement peut, par décret, constituer un office municipal d'habitation issu de la fusion d'offices municipaux existants. Considérant que l'Office municipal d'habitation des Laurentides, l'Office municipal d'habitation des Hautes-Laurentides, l'Office municipal d'habitation des Pays d'en haut,
celui de Prévost, celui de Saint-Hippolyte, celui de Sainte-Sophie, celui de Saint-Colomban, ainsi que l'Office municipal d'habitation de Saint-Jérôme ont présenté aux conseils municipaux de la ville de Saint-Jérôme, de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, de la municipalité de Labelle, de la ville de Mont-Laurier, de la municipalité de Mont-Blanc, de la municipalité de Fermeneuve, celle de Saint-Hippolyte, la municipalité du Lac-des-Écorces, de Sainte-Sophie, de la ville de Rivière-Rouge, de la ville de Prévost, de la municipalité de Nomineng, de la ville de Saint-Colomban, de la municipalité de Notre-Dame-de-Los, de la ville de Sainte-Adèle, de la municipalité de l'Ascension, de la ville de Mont-Tremblant, du village de Val-David, de la ville de Saint-Agadémon et de la municipalité de Valmorin, leur intention commune de se regrouper. Alors, considérant que le nouvel office à être constitué par ce regroupement succédera à l'Office municipal d'habitation des Laurentides, celui des Pays d'en haut et celui à l'Office d'habitation des Pays d'en haut, à l'Office municipal d'habitation de Prévost, à l'Office municipal d'habitation de Saint-Hippolyte, celui de Sainte-Sophie, celui de Saint-Colomban et à l'Office municipal d'habitation de Saint-Jérôme, lesquels seront éteints. Éteints. Alors, considérant que ce nouvel office deviendra l'agent de la ville de Saint-Jérôme, de la ville de Sainte-Marguerite. Est-ce que je dois toutes les relire? Tu peux dire les précédemment dites. Alors, toutes les municipalités et les villes que j'ai nommées. Considérant qu'il y a lieu pour la ville de Saint-Colomban d'émettre une recommandation favorable à ce regroupement, en conséquence, il est dûment proposé que le Conseil recommande favorablement le regroupement de l'Office municipal d'habitation des Laurentides, celui des Hautes-Laurentides et celui des Pays d'en haut, ainsi que l'Office municipal de Prévost, de Saint-Hippolyte, de Sainte-Sophie, de Saint-Colomban et celui de Saint-Jérôme. Vous le proposez? Je vais le proposer, M. le maire. Merci, Mme Lapointe. Donc, il y avait une intention dans le milieu de regrouper les OMH pour différents avantages. Là. Je pense que l'objectif qui était recherché, c'était de se construire une OMH qui allait au-delà de 1000 portes. Parce que suivant 1000 portes, dans la codification des OMH, ça donne plusieurs pouvoirs supplémentaires, puis des droits de gestion, puis accès à du financement qui permettrait, selon le regroupement, de développer plus de projets puis d'avoir de meilleurs suivis au niveau des bâtiments. Je pense que moi, je veux souligner le travail qui a été fait par Mme Lapointe dès notre entrée en poste en 2017 où les gens de notre OMH étaient laissés pour compte. On a brassé beaucoup de choses, quitte à se faire des ennemis qui aujourd'hui ont disparu du paysage. Donc, ça indique souvent que nous avions raison de défendre les résidents de l'OMH de Saint-Colomban. Vous savez, on a 10 appartements. Là, le bâtiment est situé très près d'ici. Puis il y avait absolument, je dis absolument, il y avait un très, très mauvais service à l'époque de l'OMH de Saint-Jérôme. De par leur direction de l'époque, on avait contesté la pertinence de cette direction-là. Aujourd'hui, cette direction-là a levé les feutres. Et ce que j'en comprends, c'est qu'on découvre de plus en plus de choses. Donc, ça justifie pourquoi on a été dur, sévère et à l'écoute en même temps de nos résidents. Moi, je dirais qu'on laisse aller ça, mais on se garde une réserve parce qu'on a mis beaucoup d'efforts parce que ces gens-là étaient, je l'ai dit, là, laissés pour compte, leurs besoins n'étaient pas pris au sérieux. Ils ramassaient toujours les miettes des heures puis de la gestion que l'OMH de l'époque de Saint-Jérôme faisait. Donc, Isabelle les a pris en main, a organisé des soupers, a organisé des rencontres, a été à l'écoute. Donc, aujourd'hui, c'est comme si tu laissais aller ton petit bébé. Donc, moi, je te salue parce que moi, je ne l'aurais pas fait avec tous les efforts que tu as mis. Mais, tu sais, on se garde quand même, on va garder un œil. Il faut dire que dans le nouveau regroupement, il va y avoir un siège alterné où Saint-Colomban va pouvoir continuer à occuper le poste, un poste d'administrateur sous la gouvernance. Puis, on va pouvoir s'assurer que les services sont toujours aussi bien desservis qu'à l'heure actuelle, sinon mieux. Donc, voilà, c'est une nouvelle création qui sera mise au monde, puis on va s'assurer que les gens de Saint-Colomban continuent d'être bien servis. C'est bon? 2.1.18, octroi d'une aide financière au Conseil des préfets des élus de la région des Laurentides. Considérant la demande de soutien financier par le Conseil des préfets des élus de la région des Laurentides, il est proposé d'octroyer une aide financière d'un montant de 10 000 $ au Conseil des préfets et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 702 90 970. Actuellement, il y a une mise en commun des ressources de plusieurs acteurs dans les Laurentides pour défendre le dossier de la suspension de la révision de la carte électorale. C'est le Conseil des préfets qui a déposé le recours.
Donc, nous, on vient mettre un effort au budget de guerre, là, au butin de guerre, pour essayer de faire reculer le gouvernement du Québec, parce que les implications au niveau des Laurentides sont assez grandes. On nous prive d'une représentation élective et potentiellement d'un député supplémentaire. Un député supplémentaire, c'est ce qui permet de défendre des dossiers très, très précis au niveau des circonscriptions à Québec. Ça permet de comprendre les enjeux. Ça crée aussi des emplois. Hein? Il y a quand même des emplois qui sont rattachés à un bureau de circonscription. Puis les députés provinciaux ont des budgets discrétionnaires qui peuvent se permettre d'aider différents organismes. Donc, d'avoir une circonscription supplémentaire, ça peut faire une grande différence pour les Laurentides. Donc, à cet effet-là, on va aller défendre l'intérêt régional. Puis la Ville de Saint-Colomban va contribuer au butin. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci, Mme Lapointe. 2.2.1, approbation et adoption des procès-verbaux du mois de mai. Il y a eu deux rencontres, il y a eu une rencontre, séance ordinaire du 14 mai 2024 et un procès-verbal de correction du 22 mai 2024. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci, Mme Gravel. 2.3.1, dépôt du rapport des dépenses et paiements autorisés pour la période du 1er au 31 mai 2024. Ça correspond à un montant d'1 416 039,47 $. Ça fait référence au chèque 38 323 à 38 328, 38 330 à 38 390. C'est un dépôt. 2.3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Donc, il est proposé d'approuver les comptes à payer au montant de 681 718,72 $, en référence au chèque numéro 33 391 à 38 547 et d'autoriser le trésorier ou en son absence la trésorière adjointe en effectuer les paiements. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci. Dépôt des états financiers 2023 de la Ville de Saint-Colomban. Donc, c'est un dépôt. Il y avait eu un avis public minimalement 5 jours avant la présente dépôt, et ça conformément aux dispositions de la loi. Donc, je vais faire... je ne le décrirai pas parce que je vais en faire rapport au point suivant, 2.3.4, rapport du maire sur la situation financière 2023. Donc, comme à chaque mois de juin de chaque année, il y a un rapport de situation financière qui doit être fait par le maire, donc par moi, où on a des obligations. Il faut venir statuer nos salaires respectifs, donc mon salaire de maire, le salaire des élus avec les allocations de dépenses, le total des revenus, le total des dépenses et le surplus ou pas affecté à l'année précédente. Donc, dans ce cas-ci, c'est 2023. Donnez-moi juste un instant, je vais sortir ma lettre. Es-tu sur CIGED? Parfait, je vais aller la chercher là. Je vais chercher dans mes documents. Ça ne sera pas bien long. OK. Voilà. Donc, grossièrement. Donc, l'année 2023, on a eu des charges de fonctionnement qui se sont élevées à 22 586 621 $ pour des revenus de fonctionnement qui se sont élevés à 23 406 476 $, pardonnez-moi. Donc, nous avons un surplus, un excédent de fonctionnement pour l'exercice de 819 855 $. C'est un surplus annuel qui s'explique en 2023 à la fois par une augmentation de revenus de plus ou moins 400 000 et à la fois par des dépenses qui ont été de 400 000 plus bas que ce qui avait été budgété. Donc, souvent, le surplus, on a eu des années où les surplus étaient justifiés 100% par une augmentation de revenus et on arrivait quelquefois à 50, 80 000 sur 23 millions. Là, cette année, c'est pratiquement séparé en deux. Là, 400 000 de surplus de revenus, 400 000 de dépenses moindres que budgétées. Un des faits saillants, à mon avis, c'est qu'on avait manqué de conservatisme dans l'établissement des droits de mutation immobilière, si bien qu'on n'a pas atteint notre objectif, parce qu'on a fait beaucoup plus de revenus, près de 600 à 800 000 en croissance du parc immobilier, mais parce qu'on avait estimé des revenus de mutation immobilière trop élevés, on a manqué notre cible de 200 à 300 000 $. Ce qui a été ajusté dans le budget 2024, on a beaucoup réduit les prévisions de droits de mutation immobilière. Donc, on anticipe quand même une situation plus favorable l'an prochain en matière de surplus. Ceci dit, ce surplus-là
820 000 Il s'ajoute à un surplus de 6 300 000 qui était non affecté. Donc, on a une cagnotte de surplus pratiquement non affecté. On en a affecté quand même un peu dans le budget pour des projets spéciaux, mais on tourne pratiquement autour de 6,7, 6,8 millions en surplus non affecté. Concernant les salaires, ma rémunération annuelle est de 50 837 en plus d'une allocation de dépenses de 18 182. La rémunération de chaque conseiller et conseillère est de 18 266 avec une allocation de dépenses de 9 133. Donc, voilà, dans les états financiers, la liste de tous les élus ayant reçu un salaire et une allocation de dépenses est bien détaillée. Je tiens à profiter, comme j'ai dit, il y a des écarts notables. Ceci dit, à l'exception des travaux publics, donc tout le travail d'urgence lié à l'hygiène du milieu et les travaux publics, tous les services sont dépensés moins que budgétés. Évidemment, quand on a des événements météorologiques, quand on a des travaux d'urgence à réaliser sur nos réseaux, ce n'est pas une surprise parfois là, de voir que les codes budgétaires au niveau des services et travaux publics peuvent surpasser. Mais c'est souvent beaucoup de travail, grâce au travail de Mme Rainville, qui vient équilibrer les finances. Ça nous assure finalement de toujours finir au niveau dans le positif concernant la gestion des dépenses. Juste un instant. Oui, un autre fait à noter, puis je pense qu'on l'a bien remarqué pour l'année 2023, c'est qu'on a une augmentation assez significative des revenus d'intérêt. Donc, tous les fonds dont dispose la Ville, maintenant, on a une politique beaucoup mieux développée de gestion de ces fonds-là pour les mettre dans des comptes qui nous permettent de faire de l'intérêt, donc de l'épargne qui nous permet de capitaliser sur des revenus. En 2 ans, c'est pratiquement 750 000 qui ont été générés en bénéfice à la communauté juste en revenus d'intérêt. Ce n'est pas nécessairement tout le temps de l'argent qu'on ne dépense pas. C'est souvent des fonds, par exemple le fonds de frais de parc et terrain de jeu. Bien, en attendant les projets, cet argent-là, au lieu de la laisser dormir dans des comptes, bien, on la place, puis ça génère quand même des revenus d'intérêt qui finissent par générer des revenus supplémentaires. Puis ça ne s'est pas toujours fait dans l'histoire de la ville de Saint-Colomban, mais maintenant, c'est quelque chose qu'on met en place, puis c'est quelque chose auquel on veut toujours augmenter le rendement sans jamais prendre des risques avec cette gestion financière-là. Fait à noter, la dette à long terme a été réduite de plus de 300 000 durant l'année précédente. Donc, c'est assez phénoménal pour une ville en croissance. Mais, je ne veux pas vous cacher que c'est lié à un développement de plusieurs stratégies, que ce soit les fonds de parc, le règlement sur les redevances, ça nous permet de payer beaucoup plus de choses sans nécessairement emprunter, donc aller en règlement d'emprunt. Donc, ça nous permet de sauver un endettement à long terme. Puis là, on commence à le voir. C'est assez probant. On a aussi augmenté nos réflexes à travailler des subventions puis à planifier nos projets en fonction des subventions à venir et non pas de s'inventer des projets parce qu'il y a des subventions. Ça allège énormément l'endettement. Donc, toute cette mise en place de stratégie-là qu'on a fait depuis notre arrivée, bien, on commence à voir que l'endettement à long terme finit par diminuer ou sinon, elle finit par se maintenir même si la ville est en croissance. Et même si, vous le savez, là, notre réseau routier peut être mis à rude épreuve dans la perspective où le débit augmente, puis ça s'abîme plus rapidement que prévu à cause de l'augmentation du débit. Donc, je m'arrêterai ici. Est-ce que quelqu'un proposerait le rapport? Valérie Gravet, je vais proposer. Merci beaucoup. 2.3.5. 2.3, oui, exact. Approbation du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2024. Constatant que la Ville de Saint-Colomban a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre de la TEC pour les années 2019-2024. Constatant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est proposé que la Ville s'engage à respecter les modalités, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC, que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 3 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre, que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal des mobilisations qui lui est imposé pour l'ensemble des années du programme, que la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification et que la Ville de Saint-Colomban atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles.
Donc, la TEC elle se termine très, très, très bientôt. On attend le renouvellement du prochain cycle, c'est-à-dire 2025-2029. On ne le sait pas encore. La ministre nous a dit que le papier était dans l'imprimante puis que l'encre attendait de sécher. Ça fait déjà 10 jours. Je pense qu'il est sec. Mais ceci dit, on comprend qu'il peut y avoir des délais. Souvent, c'est des ententes entre le fédéral et le provincial qui finissent par tarder. Mais nous, il fallait clore pour tourner la page. Moi, je tiens à souligner le travail de l'administration au cours des dernières semaines parce que le travail qui a été réalisé, bien, ça va notamment, à mon avis, soulager encore plus l'endettement parce qu'on a été capable d'affecter des travaux qu'on ne pensait pas affecter à la TEC. Donc, je m'attends à ce que le rapport financier de l'année 2024 le témoigne. Ça ne me surprendrait pas qu'il y ait une diminution de l'endettement. C'est ça, le service de la dette qui va être affecté. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci. 2.3.6, affectation de somme à la réserve financière relative à la tenue d'élections municipales, considérant que l'article 569.1 de la loi sur les cités et villes permet à la Ville de créer une réserve financière pour une fin déterminée pour le financement des dépenses particulières, considérant que, conformément à l'article 278.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Ville, par la résolution 224-07-2023, a adopté le règlement 1030, création d'une réserve financière relative à la tenue d'élections municipales, considérant que, conformément à l'article 278.2 de la loi sur les élections, la Ville doit affecter annuellement les sommes nécessaires au fonds afin qu'il soit suffisant l'année où doit être tenue la prochaine élection générale, et ce pour pouvoir au coût de cette élection. Donc, il est proposé de transférer du surplus non affecté la somme de 50 000 au fonds de la réserve financière relative à la tenue d'élections municipales. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabier-Beaulieu, je le propose. Merci. Donc, pour vulgariser, là, la loi nous impose maintenant. Historiquement, ce qu'on faisait, c'est qu'en année électorale, on affectait tout le budget, prédisposé à une élection. Maintenant, la loi, elle nous impose le fait de ventiler ce coût-là au sein des 4 années fiscales donc, qui sont entre les 2 élections. Donc, si une élection coûte 200 000, c'est d'affecter 50 000 par année pour arriver au budget de l'année pour pas que l'élection soit affectée à une seule année du budget municipal. Donc, c'est ce que ça dit, puis on vient jouer le jeu. 2.3.7, modification du règlement 2040 décrétant des travaux de réfection des infrastructures routières et pavage de la Côte-Saint-Nicolas de la rue Aumaire à la limite de la ville et autorisant un emprunt de 825 000 nécessaires à cette fin. Donc, considérant que par la résolution 050-02-2024, la Ville a adopté le règlement 2040 décrétant les travaux de réfection, considérant qu'il est nécessaire de modifier le règlement 2040 afin que les dépenses décrétées au dit règlement incluent les travaux de réfection des infrastructures routières et pavage de la Côte-Saint-Nicolas entre la rue des Balbuzards et la rue Aumaire, il est proposé de remplacer le titre du règlement 2040 décrétant des travaux de réfection par le règlement 2040 décrétant des travaux de réfection des infrastructures routières et pavage de la Côte-Saint-Nicolas de la rue des Balbuzards à la limite de la ville et d'autoriser un emprunt de 825 000 nécessaire à cette fin, de remplacer l'article 2 du règlement 2040 par ce qui suit. Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 825 000 pour les travaux de réfection des infrastructures routières et pavage de la Côte-Saint-Nicolas, de la rue Balbuzard à la limite de la ville. L'estimation du coût total des travaux datés du 15 janvier 2024 a été préparée par M. Sylvain Comeau, ingénieur, à laquelle ont été ajoutés des honoraires professionnels, les imprévus, les taxes, tels que décrit à l'annexe A, de transmettre une copie certifiée de la présente résolution au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, c'est en lien avec la modification de la TEC, de la programmation de la TEC. Il nous restait de l'argent. Donc, on a décidé de prolonger la zone de travaux. Auparavant, c'était de Aumaire jusqu'à la montagne, jusqu'à Saint-Jérôme. Donc là, on avait de l'argent disponible dans la TEC. On a décidé de prolonger les travaux entre Aumaire et Balbuzard. Puis je pense que ça va être bien accueilli, à condition que ça se fasse vite et que ça ne génère pas trop de trafic et de bouchons de circulation liés aux travaux. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci, madame. Oui, moi je vais quitter, c'est ça? Donc, on est à 2.3.8, c'est bien ça? Donc, moi, je suis propriétaire d'un lot autour du lac Légaré. Donc, je vais... La cuisine ou la salle de bain? Oui, je vais choisir la cuisine. Oui, j'ai dit lac Légaré, c'est lac Gauthier, pardonnez-moi. Donc, je vais me retirer pour le seul point, c'est ça? Oui. 2.3.8. Donc, ne m'oubliez pas, s'il vous plaît. Donc, 2.3.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2038 décrétant des travaux de mise aux normes du barrage du lac Gauthier et autorisant un emprunt de 800 000 nécessaire à cette fin. J'ai besoin de quelqu'un qui va donner l'avis de motion. Je vais la donner. Merci, Mme Derèche.
Est-ce que vous êtes en mesure de donner les détails du règlement d'emprunt? Je vais juste aller voir si j'ai la fiche. Fait que le règlement sur les honoraires, il faut que... Oui, OK, je l'ai. Non, c'est pas ça là du tout. C'est pas ça là que j'ai. Attends un petit instant. Madame Séguin va le faire pour vous, si vous permettez, le devant elle. Ben oui, ça va être plus simple de même. Je ne vois pas pourquoi je ne l'ai pas. Ah, je l'ai. Vous me permettez? OK. Donc, le dérèglement 2038 décrétant les travaux de mise aux normes du barrage du lac Gauthier et autorisant un emprunt de 800 000 $ nécessaire à cette fin, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 juin 2024 et que le projet de règlement a été présenté à cette même séance. En conséquence, les dûment proposé, le Conseil décrète ce qui suit. Il est résolu que le règlement portant le numéro 2038 intitulé Règlement décrétant les travaux de mise aux normes du barrage de la Gauthier et autorisant un emprunt de 800 000 $ nécessaire à cette fin soit et est adopté, qu'il soit statué et décrété par ce règlement, ce qui suit. Madame Gravel, vous pouvez juste donner le terme de l'emprunt ainsi que le montant. Là. Attendez. Je vous épargner la lecture. OK, attendez. Si vous permettez, je peux compléter. Ah, bien, c'est l'article 3, j'imagine? Exactement. Oui, OK. Aux fins d'acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 800 000 sur une période de 25 ans. Je suis désolée de, de tout le brouhaha. Vous pouvez revenir, M. le maire? Mon micro est ouvert. Je ne peux pas dire ça. J'ai dit que j'étais propriétaire, mais je suis adjudicataire. Je pense que ce serait pertinent de le modifier. Donc, c'est fait? Oui. On est à 2.3.9? Comme ça. Avis de motion, dépôt de projet de règlement numéro 2044 sur les honoraires professionnels requis pour la réalisation de divers travaux d'infrastructure et autorisant un emprunt de 2 500 000 nécessaire à cette fin. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais vous la donner, M. le maire. OK. Donnez-moi un petit instant. Je vais ouvrir le règlement. Donc, on appelle ça, dans notre jargon, un règlement parapluie. On se donne les moyens, finalement, de mandater des honoraires professionnels pour différents règlements d'emprunt éventuels, au lieu de toujours faire un règlement par projet. Donc, on veut que les honoraires professionnels puissent se faire beaucoup plus rapidement, mais il va toujours falloir des résolutions, là, mais on n'aura pas besoin de demander la permission au ministère des Affaires municipales à chaque fois pour financer des honoraires professionnels de projets, par exemple, qui se trouvent dans notre plan triennal d'immobilisation. Donc, c'est 2 500 000, c'est ventilé sur 20 ans. Puis, c'est important de dire qu'on ne paie des intérêts que sur les sommes engagées. Donc, tant qu'on n'utilise pas le 2 500 000, il n'y a pas d'intérêt qui est chargé à la Ville. Donc, voilà. 2.4.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 1er mai au 29 mai 2024. Mme Scriven. Oui, bonsoir. Donc, conformément à l'article 33 du règlement 10-18-2020 concernant la délégation de pouvoir, suivi budgétaire, gestion de la dette, abrogeant et remplaçant le règlement 10-18-29, la directrice des ressources humaines dépose le rapport des ressources humaines couvrant la période du 1er mai au 29 mai. Donc, par la présente, je procède au dépôt du rapport des ressources humaines des salariés, et ce, pour la période du 1er mai au 29 mai. Nous avons donc 3 embauches régulières, 65 embauches concernant le camp de jour et une démission. Vous ne vouliez pas nommer les gens? Je peux vous laisser ce plaisir, M. le maire. Merci, non, merci. Donc, c'est un dépôt. 2.4.2.
embauche d'une créatrice de contenu numérique. Donc, considérant que la résolution numéro 108-04-2024 autorisait la directrice du service des ressources humaines à procéder à la création du poste de créateur de contenu numérique. Considérant que suite à l'analyse des candidatures et aux entrevues, la directrice du service des ressources humaines recommande de nommer Mme Maïva Lachance-May à ce poste. Il est proposé ainsi d'embaucher la dite dame à titre de créatrice de contenu numérique au service des communications, et ce, à compter du 2 juillet 2024, de lui verser un salaire annuel correspondant à la classe 1, échelon 1, et de l'intégrer aux avantages prescrits dans la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville. Donc, Mme Lachance-May va joindre une équipe fort nombreuse de 2 personnes qui fait de la magie. On sous-estime le travail accompli par le service des communications, mais il y a donc Mme May Lachance-May va joindre cette équipe-là et elle va apporter, à mon avis, une expérience et une vision qui va être riche pour la Ville de Saint-Colomban, qui va intégrer une équipe déjà créative. Ce que je voulais dire, c'était, Mme Lapointe, vous étiez avec moi quand notre équipe s'est fait encenser par l'équipe de communication de la mairesse de Longueuil, qui ont fait des jaloux. Même aujourd'hui, j'étais à Montréal avec la direction générale de l'UMQ et on me demandait, votre équipe est très discrète parce qu'on cherche à savoir qui compose l'équipe et on ne trouve pas les noms. Et je me suis fait un malin plaisir de dire que vous ne le saurez pas. Mais c'est simplement pour dire que cette équipe-là, elle est fort appréciée et reconnue par le milieu. J'en profite, la directrice est avec nous. Et si Mathieu Douville nous écoute, donc, bon, c'est pas grave. Moi, j'ai dit que l'avantage, c'est qu'on recrute nos citoyens, donc c'est difficile de partir après. Donc, moi, je veux le souligner parce que votre travail rayonne à l'extérieur des murs de la Ville. Puis c'est toujours une fierté d'entendre des collègues ou des équivalents à l'extérieur de la Ville nous vanter les mérites de travail des coms. Puis Jean-Philippe Boucher, aujourd'hui, quand il m'a raconté ça, il y avait beaucoup d'énergie dans son visage. Donc, c'était vraiment fascinant de le voir dire « Ah, tu sais, ça inspire beaucoup. » Puis on se dit tout le temps « Hey, comment ça qu'on n'avait pas pensé à ça? » Puis eux, ils y ont pensé. Donc, bravo. Et bienvenue, Mme Lachance. Vous intégrez une équipe où seule l'excellence est acceptée. Est-ce que quelqu'un propose? C'était fait? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci, Mme Lapointe. Puis, je veux juste aussi préciser, ne serait-ce que voir les commentaires des citoyens quand la Ville met une publication sur les réseaux sociaux pour annoncer des travaux, des choses, des fois qui sont un peu plates, mais de la façon que c'est expliqué, les gens font comme « Wow, moi aussi, que c'est le fun ». Alors, félicitations. 2.4.3, modification des modalités d'une lettre d'entente particulière, congé sans solde. Considérant que l'adoption de la résolution 145-05-2024, la Ville autorisait la signature d'une lettre d'entente particulière prévoyant un congé sans solde à M. Michael Toin, et ça afin de lui permettre de suivre une formation CFTR pour la conduite d'engins de chantier. Considérant que conformément à la lettre transmise par l'établissement de formation de M. Toin, datée du 29 mai 2024, la période de formation est prolongée jusqu'au 2 août 2024. Considérant que la lettre d'entente particulière prévoyait une fin de congé sans solde en date du 19 juillet jusqu'au 22 juillet 2024, il est proposé de prolonger la durée de congé sans solde jusqu'au 2 août 2024 et de prévoir un retour au travail de l'employé en date du 5 août 2024, faute de quoi il sera réputé avoir démissionné à cette même date. Est-ce que quelqu'un propose? Agla Scrivener proposé. Merci beaucoup. 2.5.1, autorisation de signature d'une entente de partenariat avec l'entreprise Toiture Caron et Fils. Donc, considérant que la Ville désire conclure une entente de partenariat avec l'entreprise relativement à la tenue de la Fête nationale et du défilé de Noël édition 2024, considérant la politique 2027-2024 relative au partenariat, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer l'entente relative au partenariat avec l'entreprise Toiture Caron et Fils. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra Mercier, je le propose. Merci, Mme Mercier. 3.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois de mai. La rencontre s'est tenue le 21 mai dernier. 3.2, plan projet de divers travaux conformément au règlement numéro 608 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA 349 Côte-Saint-Nicolas. Qui en fait la présentation? Oui, je vais en faire. Mme Dorel? Oui, tout à fait. Alors, ça va comme suit. Le plan projet de divers travaux conformément au règlement, M. le maire vient de le dire. Considérant la demande de PIA,
visant à permettre la délivrance d'un permis et certification d'autorisation pour le réaménagement du stationnement, l'agrandissement et la rénovation du bâtiment et l'installation d'une nouvelle enseigne située sur le lot 1 670 724 du Cadastre du Québec ayant pour adresse le 349 Côte-Saint-Nicolas. Ici, on parle du restaurant Antonio, l'ancien Milo, hein, c'est ça? Exact. OK. Considérant que cette demande est assujettie au règlement numéro 608 tel qu'amendé concernant le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant la recommandation du comité de consultatif d'urbanisme du 21 mai dernier, il est demandé que l'enseigne du menu service au volant soit éclairée en fonction des heures d'ouverture du restaurant, que la haie de cèdre existante localisée à l'arrière du bâtiment et qui est en place dans une zone tampon, qu'elle soit maintenue en place, que le lignage des cases de stationnement et des flèches directionnelles soit effectué, et ce, afin de clairement identifier l'emplacement et de la direction de la circulation des véhicules, que les arbustes de style physocarpe soient plantés en marge avant le long de la côte Saint-Nicolas, à l'extrémité nord de l'immeuble, et que des arbres en marge avant fixes soient plantés du côté est de l'immeuble. Ouest. Côté ouest, merci. Il y a deux lettres que je ne voyais pas. Que les bonbonnes de propane situées du côté est du bâtiment soient camouflées par un écran végétal d'une hauteur et d'une densité suffisante afin que ces dites bonbonnes ne soient pas vues, soient non visibles à partir de la rue, et ce d'ici 1 an. Que le revêtement de la toiture sur la section de l'agrandissement soit de même nature que celui sur la partie existence. Il est demandé d'accepter les plans relatifs à la demande de PIIA visant à permettre la délivrance du permis et certificat d'autorisation pour le réaménagement du stationnement, l'agrandissement et la rénovation du bâtiment et l'installation d'une nouvelle enseigne sur le lot 1 670 724 du Cadastre du Québec, ayant comme adresse civique le 349 Côte-Saint-Nicolas, le tout tel que montré au plan soumis du comité consultatif en date du 3 mai. Le tout sous les mêmes conditions que celles exprimées par le comité consultatif d'urbanisme, et d'autoriser le service d'aménagement, environnement et d'urbanisme à émettre le permis et le certificat à cet effet. Est-ce que quelqu'un propose? Moi, je vais le proposer. Merci. Donc, derrière moi, vous avez les photos qui concernent davantage le bâtiment, là, que l'implantation de végétaux, là, que ce soit une haie ou des physocarpes. Donc, ça va. 3.3, adoption du règlement numéro 600-2024-16, modifiant le règlement de lotissement numéro 600, tel qu'amendé afin de se conformer au plan d'urbanisme numéro 599. Considérant que l'avis de motion avait été donné le 9 avril dernier par Mme Derèche, considérant l'adoption du projet de règlement le 9 avril 2024, considérant la tenue d'une assemblée de consultation publique le 11 juin 2024, il est proposé d'adopter le règlement numéro 600-2024-16, modifiant le règlement de lotissement numéro 600, tel qu'amendé afin de se conformer au plan d'urbanisme 599, tel qu'amendé. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Darèche, je propose. Merci beaucoup. 3.4. Adoption du règlement numéro 3001-2024-28, modifiant le règlement de zonage numéro 3001, tel qu'amendé afin de se conformer au plan d'urbanisme numéro 599, considérant que l'avis de motion avait été donné le 14 mai dernier par Mme Derèche, considérant l'adoption du premier projet de règlement le 14 mai dernier, considérant la tenue d'une assemblée de consultation publique le 11 juin 2024. Elle a bel et bien eu lieu, Mme Galland? Oui. OK, d'accord. Considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance sur le site Internet de la Ville, il est proposé d'adopter le règlement numéro 3001-2024-28, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé afin de se conformer au plan d'urbanisme numéro 599. Tel qu'amendé, est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer. Merci beaucoup. 3.5, adoption du second projet de règlement numéro 3001-2024-27, modifiant le règlement de zonage numéro 3001, tel qu'amendé afin de modifier les limites de zone H1 128 et H1 129,
L'avis de motion avait été donné le 14 mai dernier par Mme Wilson. Le premier projet de règlement avait été adopté aussi le 14 mai. Il y a eu aussi une tenue d'assemblée publique un peu plus tôt aujourd'hui. Considérant que les dispositions de ce règlement sont susceptibles d'approbation référendaire, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public dès le début de la séance, il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 3001-2024-27, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé afin de modifier les limites des zones H1-128 et H1-129. Donc, nous sommes dans le secteur de la rue des Sarcelles. On vient faire coordonner la ligne de distinction des deux zones avec une ligne de l'eau. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Christelle Wilson, je vais le proposer. Merci beaucoup. 3.6, avis de motion, règlement numéro 3001-2024-29, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais vous la donner, M. le maire. Merci. 3.7, adoption du premier projet de règlement numéro 3001-2024-29, modifiant le règlement de zonage numéro 3001. Donc, considérant que l'avis de motion est donné séance tenante, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public dès le début de la séance, ou sinon sur le site Internet de la Ville, considérant que les dispositions de ce règlement sont susceptibles d'approbation référendaire. Voilà. Il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 3001-2024-29, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé, et de tenir une assemblée de consultation publique mardi le 9 juillet 2024 à compter de 17 heures. Donc, ça concerne l'installation de serres domestiques. Donc, on autorise les serres domestiques à titre de construction accessoire seulement pour une habitation unifamiliale. L'article 2, on vient parler du règlement d'implantation, donc distance minimale de 3 mètres du bâtiment principal. Cette distance-là fait beaucoup jaser dans une ville qu'on n'aimera pas, où un service d'incendie est intervenu pour fermer une terrasse. Donc, le 3 mètres, ça semble être une règle essentielle pour le service incendie. On l'applique ici aussi pour une serre. Donc, distance minimale de 1,5 m d'une ligne de terrain, distance minimale de 2 mètres d'une construction accessoire ou d'un équipement accessoire, dont on peut penser à un cabanon, piscine, etc. Nonobstant la distance minimale à respecter de 2 mètres entre une serre domestique et une construction accessoire, la construction d'une serre domestique attenante à un garage isolé, une remise ou un atelier est permise, sauf en marge avant. Donc, est-ce que quelqu'un propose la première adoption? Jessica Rabier-Beaulieu, je le propose. Merci. 3.8, abrogation de la résolution 164-05-2024 relative à la modification de la résolution 013-01-2023 relative à la première acceptation des travaux, libération de la garantie hypothécaire du projet domiciliaire Les Jardins de Saint-Colomban, phase 1 et 2, protocole d'entente PE 2021, CHOL 01. Considérant que par la résolution 164-05-24, le Conseil municipal a modifié la résolution relative à la première acceptation des travaux, considérant que les modifications apportées à la résolution 013-01-2023 ne sont plus applicables à la situation actuelle, considérant qu'il y a lieu d'abroger cette résolution afin de redonner son plein effet à la résolution 013-01-2023. Il est proposé d'abroger la résolution 164-05-2024, de redonner son plein effet à la résolution 013-01-2023, cette dernière n'étant pas autrement modifiée. Donc, c'est une question de premier droit de regard sur une hypothèque, étant donné que c'est une garantie hypothécaire. Une nouvelle garantie manœuvrée. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra, merci, je le propose. Merci. 3.9, deuxième acceptation des travaux, libération de la garantie financière et municipalisation de rue du projet domiciliaire Le Sentier boisé du village, protocole d'entente PE 2021, Ville 02. Considérant le dépôt du rapport de Patrick Labelle, ingénieur au service des travaux publics, daté du 28 novembre 2023, recommandant la deuxième acceptation des travaux des infrastructures du développement domiciliaire, les sentiers boisés du village, même s'il n'y a plus grand-chose de boisé dans ce projet-là. Phase 2, protocole d'entente PE 2020 VIL 02, considérant que la garantie financière initiale est d'1 138 252,50 $, considérant qu'il a été résolu à la séance du 14 juillet 2020 par la résolution 235-07-2020 de procéder à la première acceptation des travaux et de procéder à la libération d'une partie de la garantie financière, à savoir un montant de 813 816,05 $. Considérant que le titulaire a déposé une garantie financière au montant de 324 436,45 $, considérant qu'il a lieu de conserver 10 % de ça, du coût total des travaux en garantie, soit un montant de 113 825,25 $ pour une période de 36 mois, considérant que la Ville désire municipaliser une partie des rues Charles-Martel, des Irlandais et des Cuivres dans le secteur du projet domiciliaire et qu'à cet effet, le désir s'en portait acquéreur, considérant que la Ville désire acquérir une servitude pour le bassin de rétention, il est proposé d'accepter les dits travaux et ce conformément à l'article 9 du protocole d'entente intervenu entre le promoteur et la Ville, de municipaliser une partie des rues suivantes, rue Charles-Martel, rue des Irlandais, rue des Cuivres, d'acquérir une servitude pour le bassin de rétention situé sur une partie du lot 6 324 837, de mandater un notaire, d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant, la directrice générale ou en son absence la greffière à signer tous les documents relatifs à cet effet, d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la trésorière ou en son absence le trésorier adjoint à procéder, le trésorier ou la trésorière adjointe,
À procéder à la libération d'une partie de la garantie financière, à savoir 210 111,20 $, et à signer tous les documents. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. L'une ou l'autre. Je suis embêté. Ouais. C'est mon district. Je ne saurais quoi choisir. Ton district. Madame Raby-Beaulieu. 3.10. Acceptation des travaux, libération de la garantie financière du projet domiciliaire Quartier de la Rivière, secteur 2, phase 7, protocole d'entente PE 2023 IMO 007. Donc, il est proposé d'accepter les 10 travaux, et ce, conformément à l'article 9 du protocole d'entente intervenant entre le titulaire et la Ville. Donc, c'est le prolongement du réseau d'aqueduc, ces travaux-là. D'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et le trésorier ou en son absence la trésorière adjointe à procéder à la libération d'une partie de la garantie bancaire portant le numéro OGUA 82-119 au montant de 454 151,25 $, le tout conditionnellement à ce que le titulaire du protocole d'entente ait versé à la Ville une garantie financière au montant de 10 %, c'est-à-dire 45 415,22 $. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Raby-Beaulieu, c'est également dans mon district. Oui, oui. C'est deux projets où il ne reste plus beaucoup d'arbres. Hein? 4.1. Oui, on passe à un autre sujet. 4.1, adoption du règlement numéro 4001-2024-19, modifiant le règlement numéro 4001 relatif à la circulation et au stationnement tel qu'amendé. Donc, l'avis de motion a été donné le 14 mai dernier par Mme Raby-Beaulieu, constatant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance sur le site Internet de la Ville. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 4001-2024-19, modifiant le règlement numéro 4001 relatif à la circulation et au stationnement tel qu'amendé. Donc, dans ce règlement-là, on parle des retraits d'arrêt sur la rue du Roi, notamment. Il faut bien stipuler que les retraits s'accompagnent, comme il a été dit précédemment, par l'installation d'une bosse de ralentissement permanente qui vient remplacer un peu l'effet historique ou le mauvais réflexe historique que la Ville utilisait lorsqu'elle installait des stops. Donc, c'était pour ralentir la circulation, alors qu'aujourd'hui, on a d'autres moyens pour y arriver. Donc, ça inclut les arrêts sur la rue du Roi et, bien entendu, ceux sur la rue des Pensées à l'intersection Jonquille. Est-ce que quelqu'un propose? J'ai proposé, M. le maire. Je vais aussi ajouter l'article 2 sur la rue du Village. Oui, merci. Côté sud, il y aura interdiction de stationnement. Donc, juste en face de la rue Félan. Merci beaucoup. Pas la rue Félan, la maison Félan, désolé. Donc, le stationnement est permis seulement sur le côté nord. 4.2. Merci de la spécificité. Autorisation de signature d'une entente intermunicipale avec la Ville de Saint-Jérôme relativement à la gestion et à l'entretien de la côte Saint-Nicolas. Constatant que la Ville désire conclure une entente intermunicipale avec la Ville de Saint-Jérôme relativement à la gestion et à l'entretien de la côte Saint-Nicolas, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer l'entente. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravet, je vais proposer. Merci. 4.3, autorisation de signature d'une entente intermunicipale avec la Ville de Saint-Jérôme relativement aux travaux d'aménagement de l'intersection de la rue La Montagne et de la côte Saint-Nicolas. Constatant que la Ville désire conclure une entente intermunicipale avec la Ville de Saint-Jérôme relativement aux travaux d'aménagement de l'intersection de la rue La Montagne et de la côte Saint-Nicolas, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer l'entente intermunicipale relative aux travaux d'aménagement de l'intersection de la rue La Montagne et de la côte Saint-Nicolas. Fait à noter, la Ville ne paiera que 25 % de l'installation des feux. Donc, techniquement, on gère un accès sur 4. Donc, on a revendiqué le fait de payer que 25 % de la facture. Ceci dit, on a 50 % de la facture de l'entretien du feu, suivant l'installation. Puis, on a un droit de regard aussi sur la gestion de ce feu-là. Donc, déterminer les séquences. Donc, on est condamné à s'entendre pour arriver à gérer ça. Du côté de Saint-Colomban, les travaux à venir, c'est l'ajout d'une voie de virage à droite, donc qui va permettre une meilleure fluidité. Donc, il va y avoir une voie qui va permettre de poursuivre vers Saint-Nicolas, section Saint-Jérôme. Puis, il va y avoir une certaine prolongation de tronçon là, qui va permettre de faire un virage à droite. Ceci dit, fait à noter, pour l'instant, le virage à droite sera interdit au feu rouge. Donc, on a bien hâte de voir comment ça va s'implanter et vous avez toute mon empathie pour la gestion que ça va générer au niveau des travaux. 4.4, ça prend quelqu'un qui propose? Daniel Doré, je propose. Merci, Mme Doré. 4.4, autorisation de signature d'une entente intermunicipale avec la Ville de Saint-Jérôme relativement aux travaux de réfection de la surface de roulement d'une partie de la côte Saint-Nicolas entre la rue Homer et la rue La Montagne.
Considérant que la Ville désire conclure une entente avec la Ville de Saint-Jérôme relativement aux travaux de réfection de la surface de roulement d'une partie de la côte Saint-Nicolas, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer l'entente relative aux travaux de réfection de la surface de roulement d'une partie de côte Saint-Nicolas. Donc la côte Saint-Nicolas, c'est une propriété, bien que le cadastre entier soit sur le territoire de Saint-Colomban, parce que c'est un chemin qui longe le territoire de deux villes, à la fois Mirabel sur une section et à la fois Saint-Jérôme. On a des clauses qui amènent à avoir des ententes intermunicipales pour l'entretien, la réfection de ces chemins-là, parce qu'à la fois, il est utilisé par les citoyens des deux villes. Donc là, cette entente-là avec Saint-Jérôme, c'est évidemment seulement la section frontalière avec Saint-Jérôme. Donc, il y a une règle. En fait, par exemple, mettons qu'on a 1000 mètres, puis la section de Saint-Jérôme, c'est 300 mètres. Bien là, nous, on fait une règle de 3 sur la facture, puis la portion qui est affectée à Saint-Jérôme, puis on essaie d'arriver à une entente avec ça. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci. 4.5. Abrogation de la résolution 163-05-2023 et autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme Primo 2023 sous volet 1.1 études préliminaires et plein de vie. Considérant qu'il y a lieu d'abroger la résolution portant numéro 163-05-2023 et de la remplacer par la suivante. Considérant la possibilité d'obtenir une aide financière dans le cadre du programme Primo, donc c'est programme de réfection des infrastructures municipales ou rénovation des infrastructures municipales en eau, donc 2023 sous volet 1.1 études préliminaires et plein de vie. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide sur le Primo 2023, qu'elle confirme bien comprendre toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet, qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère et qu'elle s'engage à toutes les respecter. Considérant que la Ville s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées, à ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par une ou un membre de son personnel, ses agentes et agents, ses représentantes et représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation privée à tout contrat conclu par la Ville pour la réalisation des travaux. Considérant que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, considérant que la Ville s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du Primo et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent, considérant que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles, considérant que la Ville s'engage à assurer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au Primo 2023, considérant que la Ville s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au Primo 2023 associés à son projet, incluant toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50 % de leurs coûts et tout dépassement de coûts. Il est proposé que le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande financière au programme Primo 2023 d'autoriser la directrice générale ou le directeur général adjoint et toute autre personne mandatée par ces derniers à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme Primo 2023 sous volet 1.1 études préliminaires et plein de vie d'autorisation à la signature de tout document rejeté. Ça suit l'adoption des orientations gouvernementales en aménagement du territoire où le modèle classique de développement de Saint-Colomban va être énormément restreint. Donc, la Ville ne pourra plus autoriser la construction de l'instauration de nouvelles rues avec des lots de 4000 m² à l'extérieur de son périmètre urbain. Fait que ça, au niveau stratégique, ça nous amène à changer notre approche puis à concentrer tout le développement résidentiel à l'intérieur d'un périmètre urbain. Évidemment, ce périmètre urbain-là, pour qu'on veut qu'il soit vivant puis qu'il réponde à plusieurs problématiques vécues sur le territoire, notamment commerce de proximité, résidence de personnes âgées, disponibilité des terrains, petitesse des terrains qui empêchent le renouvellement des infrastructures de traitement d'eau usée. Ça nous amène à penser une densification du périmètre urbain, donc d'arriver à développer un réseau d'égouts aqueducs. Ceci dit, on a été clair quand on a présenté le projet. C'est clairement pas la population de Saint-Colomban qui va payer ce changement de philosophie-là qui est imposé par le ministère des Affaires municipales. Ceci dit, on veut jouer le jeu. On pense qu'une densification, c'est une opportunité de développer un centre-ville puis de générer une amélioration des services de proximité. Puis, il y a une crise du logement, fait qu'on est prêt à travailler puis à fournir une offre de résidentielle diversifiée pour un paquet de gens qui sont obligés de quitter le territoire pour diverses raisons, que ce soit des gens qui vieillissent, qui ne sont pas capables d'entretenir leur maison parce que c'est grand le terrain ici, ou des gens qui se séparent parce que des fois on est deux à payer une maison de forte valeur, puis au lieu de déménager puis de quitter la région, mais il y a des gens qui préféreraient rester ici pour ne pas déraciner des enfants. On a plusieurs problématiques qui nous interpellent à cet effet-là. Donc, là, actuellement, le ministère, il veut qu'on concentre tout le développement résidentiel à l'intérieur du périmètre urbain. Fait que forcément, ça nous incite à poser des gestes puis à laisser la place à un développement résidentiel de faible, moyenne et haute densité à l'intérieur du périmètre urbain. Puis ça prend des égouts. Puis là, notre travail, nous, ça va être d'aller chercher le maximum de financement à l'intérieur des programmes qu'on nous propose de la part du gouvernement, puis de tirer notre bénéfice, d'aller
soutirer le bénéfice de ça, puis d'aller en tirer le maximum pour éviter que la charge fiscale soit portée par la population de Saint-Colomban. Déjà, il y a 2 semaines, on était au cabinet à Québec du ministère des Affaires municipales pour exposer la situation, puis le risque financier dans lequel le ministère s'embarque s'il ne nous accompagne pas dans le paiement ou la subvention de ces infrastructures-là. Le primo, c'est le programme. Donc, nous, on va tout mettre en place pour que nos dossiers soient montés de manière très solide pour qu'on soit capable d'aller chercher le maximum de financement pour financer les infras. C'est ce que vient dire beaucoup cette résolution-là. Dans des termes très techniques, je vous l'ai vulgarisé. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabier-Beaulieu, je vous le propose. Merci beaucoup. Dans votre district? Oui, 5.1. Adoption du rapport d'activité 2023 du Comité de sécurité incendie de la MRC de la Rivière-du-Nord. Est-ce que quelqu'un propose le rapport? Je vais le proposer, M. le maire. Merci. 6.1, adoption de la politique numéro 8014-2024-04, modifiant la politique numéro 8014, soutien et aide financière telle qu'amendée. Donc, constatant que la Ville désire adopter la présente politique et ça fait de modifier les dispositions relatives au remboursement des frais facturés par des activités sportives à des enfants mineurs en lien avec la signature d'une entente avec le club de soccer FC Boréal. Il est proposé d'adopter la politique numéro 8014-2024-04, modifiant la politique numéro 8014, soutien et aide financière telle qu'amendée, datée du 11 juin 2024. Donc, depuis 2 ans, on a tout revu nos ententes avec les organisations sportives. Puis l'intention du conseil municipal, c'était de démocratiser un peu le remboursement des activités sportives pour qu'on encourage les familles à inscrire les enfants à pratiquer différents sports. Il y avait une inéquité sportive, j'ai envie de dire. Donc, on remboursait beaucoup pour le hockey, on remboursait pour le soccer, mais on ne remboursait pas pour d'autres activités. Donc, si on inscrivait, par exemple, nos enfants au plongeon, natation, gymnastique, escrime, judo, blablabla, donc on n'avait pas droit à un remboursement parce qu'il n'y avait pas une reconnaissance. Donc, on est venu vraiment abattre les limites. Puis peu importe le sport qui est pratiqué par l'enfant, les familles ont droit à un remboursement de 50 des frais d'inscription jusqu'à un maximum de 225. Ceci dit, dans l'entente classique avec le FC Boréal, on avait un remboursement. La Ville assumait 50 du frais d'inscription. Donc, même s'il y avait une entente, à terme, c'est devenu inéquitable. Il y a des gens qui se faisaient moins rembourser parce que les gens jouaient au soccer, les jeunes jouaient au soccer. Là, on est venu appliquer le même type de remboursement pour le soccer. Donc, j'ai envie de dire, c'est un geste qu'on pose. Là. Ça a quand même des incidences financières importantes, mais ça vient régler une inéquité, puis c'est pour le bénéfice de nos jeunes, puis on est très fiers de le faire. Donc, tout le monde va pouvoir se faire rembourser 50 %, donc ça va aller bien au-delà, je crois, du 50 $. Oui, c'est ça. Il y a une mère ici qui va être touchée par ça. Tant mieux, on est vraiment, vraiment contents, puis ça va permettre, à mon avis, une meilleure démocratisation. Ça rend plus abordable le frais d'inscription pour des sports sur le territoire. Est-ce que quelqu'un me propose? Bien, je vais le proposer, M. le maire. Merci beaucoup. 6.2, autorisation de... C'est ça, on continue? Autorisation de signature de l'entente avec le club de soccer FC Boréal. Donc, on vient modifier l'entente, mais il fallait modifier notre politique. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'entente directement avec le FC Boréal. Donc, les proposés d'autoriser le maire ou en son absence, la maire suppléante, la directrice générale ou en son absence, la greffière à signer l'entente avec le club de soccer FC Boréal. Donc, c'est une entente unique pour toutes les villes, mais maintenant, nous, on a des articles précis dans cette entente-là qui ne s'appliquent qu'à Saint-Colomban. Vous proposez, Mme Mercier? Sandra Mercier, je le propose. Merci beaucoup. 6.3, ça va faire des jaloux, ça, je pense. Je pense que les autres villes vont se faire achaler. 6.3, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du PRIMA, programme d'infrastructure municipale pour les aînés. Donc, considérant que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière dans le cadre du PRIMA, considérant que la Ville a pris connaissance du guide du PRIMA et qu'elle s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, considérant que la Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à payer les coûts d'exploitation continue d'entretien de là ou des infrastructures subventionnées, considérant que la Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts de l'aide financière qu'elle pourra obtenir du PRIMA, y compris tout dépassement de coûts, il est proposé d'autoriser le directeur du service de développement social et des loisirs à déposer une demande de subvention et d'autoriser celui-ci à signer tous les documents. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra Mercier, je le propose. Oui. Ce qui est visé, en fait, c'est des infrastructures sportives, pickleball, surface de pickleball et probablement, non, pétanque. Pétanque. C'est bien ça? Pétanque. Là. Merci. 6.4, octroi d'un budget pour l'aménagement du sentier Laurier-des-Bois. Donc, considérant le projet d'aménagement du sentier Laurier-des-Bois, ça va? Oui? OK. Je ne me suis pas trompé de réseau? OK.
Considérant que les coûts reliés au projet sont de 107 625 taxes nettes, considérant la subvention accordée par la Ville à la Ville par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'aide financière pour les sentiers et des sites de pratique d'activités physiques de plein air au montant de 64 480 68. Considérant qu'il est proposé d'autoriser un budget de 43 144,32 afin de procéder à l'aménagement du sentier Laurier des Bois et d'imputer cette dépense au fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel au code budgétaire 22 718 711, projet 2024-05. Donc, c'est la contribution du milieu. C'est normal quand il y a un projet, une subvention qu'on reçoit, là, qu'on demande aux villes aussi d'y contribuer financièrement. C'est ce qu'on vient faire ici. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra Mercier, je le propose. Merci. Ça va être un beau projet. Merci, madame. En arrière de l'école Laurier des Bois. Donc, on vient finaliser les sentiers. On avait déjà un réseau, mais là, on viendrait le ceinturer pour que ce soit un petit peu mieux structuré. 7.1, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre de l'appel de projet en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans du gouvernement du Québec. Donc, il est proposé d'autoriser la directrice de présenter une demande de subvention dans le cadre du programme et d'autoriser la directrice à signer tous les documents. Est-ce que quelqu'un propose? Agla Scriven, je vais proposer. Merci. 7.2, redistribution des fonds amassés en donation lors de la présentation de la pièce de théâtre quelques minutes avant la fin du monde. Donc, l'événement s'est tenu le 26 mai dernier. Il y a eu une participation fort appréciable. Et je tiens à souligner l'engagement des jeunes. C'était vraiment une pièce exceptionnelle là, qui a été co-créée par les jeunes en collaboration avec des employés du service de la bibliothèque et des enseignants en art dramatique. Donc, c'était très, très touchant, émouvant sur le stress que peuvent vivre, l'anxiété que peuvent vivre des adolescents dans les défis de la vie. C'est une très, très belle réussite, très beau projet. Moi, je félicite toutes les personnes qui y ont participé. C'était vraiment quelque chose. Donc, considérant que l'article 91.0.1 de la Loi sur les compétences municipales permet d'accorder une aide financière aux organismes à but non lucratif à vocation sociale. Considérant que des fonds étaient amassés en donation lors de la présentation de la pièce de théâtre, considérant que le montant total amassé est de 1 000 et que la Ville désire redistribuer ce montant au Centre de prévention du suicide Le Faubourg, il est proposé d'autoriser le trésorier ou, en son absence, la trésorière adjointe à contribuer à remettre cette somme d'argent à l'organisme à but non lucratif Centre de prévention du suicide Le Faubourg. Est-ce que quelqu'un propose? Et Mme Raby-Beaulieu, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter quelque chose, puis je vais vous le proposer d'emblée. Donc, en fait, je voulais adresser mes félicitations également. Donc, je voulais profiter du point, là, donc adresser mes félicitations aux jeunes artistes qui se sont produits sur scène avec brio et audace. Hein. Vous l'avez dit, ça prenait quand même une belle motivation, un bel esprit d'équipe qui s'est développé également. Puis oui, beaucoup d'audace pour oser monter sur scène. Merci aussi à tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement-là, notamment ça provenait d'une subvention du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du même projet qu'on va redéposer. Ça va être un projet différent qui va être probablement monté, mais quand même, c'est la même subvention. Merci également aux enseignants en art dramatique qui ont chapeauté le projet. Merci tout spécialement au Centre d'entraide de Saint-Colomban qui ont également contribué par le don de matériel pour les décors et les costumes. Merci au service de la bibliothèque de Saint-Colomban. Et puis, voilà, merci au conseil aussi qui a accepté de remettre les fonds à une cause qui me touche particulièrement. Donc, c'est un projet coup de cœur pour moi. Et voilà, merci. Merci beaucoup. 7.3, collaboration entre l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal et la Ville. Donc, c'est ce qui concerne les environnements nourriciers. Donc, c'est la mise sur pied d'un programme court sur les environnements nourriciers, de désigner une personne ressource à la Ville qui agira en collaboration avec les responsables du nouveau programme court de deuxième cycle sur les environnements nourriciers offert à l'UQAM et ainsi permettre à des étudiants d'effectuer un stage d'une période de 360 heures. En fait, c'est l'UQAM qui nous a approchés directement, donc on ne refuse pas un partenariat avec une université. Est-ce que quelqu'un propose? Agla Scriven, je vais le proposer. Merci beaucoup. Ça nous amène à la période d'intervention du public, donc on a épuisé l'ordre du jour. On arrive à la période de questions. Donc, par respect pour les gens qui se déplacent, on privilégie les gens dans la salle. Le processus, c'est d'arriver au lutrin, vous vous nommez, vous nous dites où vous habitez ou quelle propriété vous amène ici. Vous posez votre question, on y répond. Une fois qu'on a épuisé les questions en salle, on va en ligne. Puis les gens en salle ont toujours l'opportunité de revenir, là, même si on pose des questions en ligne. C'est une période de questions qui est ouverte. Normalement, on n'a pas à gérer le temps, donc ça va bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Oh, quelques-unes. Quelques-unes. Charles-Étienne Gervais, rue de Liège. Bonjour. J'aimerais connaître les règlements concernant l'obligation d'un propriétaire ou promoteur pour le pavage de la rue. Est-ce qu'un pourcentage des maisons doit être construit ou non?
Présentement, plus de 85 des maisons sont construites, soit 17 sur 20. Le propriétaire a-t-il un délai pour remettre la rue à la ville? De plus, avez-vous un plan pour l'installation de lumières et des panneaux de signalisation de vitesse, bosses de ralentissement et autres? Merci. Oui, en fait, il y a quelques questions là-dedans. Oui, le promoteur a un délai. Là, dans le cas de la rue du Liège, évidemment, comme vous le savez sûrement, M. Gervais, il y a eu une reprise de faillite. Là, donc, c'est le promoteur, j'ai envie de dire, c'est le créancier qui a repris le projet. Mais oui, il y a des délais. Puis normalement, oui, il y a des seuils de construction. Là, si je me rappelle bien, là, ça fait longtemps que je n'ai pas fouillé dans ces règlements-là. Mais normalement, oui, il y a des délais, puis on est au courant que les délais sont très près d'être achevés. Donc, c'est dans nos tâches là, de solliciter le promoteur pour s'assurer qu'il y a un repavage. Ceci dit, on avait une rencontre de planification de plan triennal d'immobilisation, puis on regarde aussi sur la possibilité de paver le début de la rue du Liège, en fait, pour s'assurer là, que toute la section soit carrossable et pavée, puis en fonction des responsabilités de chacun là, liées à ce pavage-là. Pour l'autre volet, là, l'installation des panneaux, normalement, c'est prévu dans les protocoles d'entente. Puis c'est à notre service d'urbanisme, des travaux publics, à l'ingénieur affecté au dossier, de s'assurer que c'est fait lorsqu'il y a une remise publique des infrastructures. Là, dans le cas qui vous concerne, je ne suis pas capable, malheureusement, de répondre à où on en est spécifiquement au niveau de la session, puis où on en est dans l'étape d'applicabilité du protocole d'entente, mais on pourrait vous revenir. Je vous invite à laisser vos coordonnées, puis on va s'assurer de répondre très, très, très précisément dans les prochains jours à vos questions. C'est rare que je ne suis pas capable, mais là, je ne suis pas capable. M. Gervais avait une autre question. Allez-y. Est-ce que les responsables du camp de jour vont faire une séance d'information sur le camp de cet été, comme par le passé? Ah, M. Gervais a vraiment des bonnes questions. Je vais présumer que oui. C'est ça, on me dit oui, là, mais on ne change pas une formule qui fonctionne normalement. Donc oui, ça va arriver. Puis fort probablement que vous allez être contacté par courriel ou directement dans des communications qui sont adressées à vos enfants ou à ceux ou celles qui ont inscrit les enfants. Nicolas Sarrazin, rue des Cuivres. M. Sarrazin a posé 2 fois une question sur le même sujet. Si vous me permettez, je vais la poser une seule fois. Ouais. Je comprends que le partenariat Mistral est trop cher pour la Ville selon l'administration. Par contre, de plus en plus de villes participent. Pourquoi sommes-nous le parent pauvre du sport dans les Laurentides? Pourquoi la Ville refuse de participer à ce partenariat? En fait, on calcule... Pouvez-vous me répéter le nom? M. Sarrazin. Monsieur Sarrazin, en fait, on a fait idéalement, là, on essaie d'éviter de signer des ententes particulières avec des clubs. C'est pour ça qu'on a travaillé à appliquer un remboursement nonobstant où on s'inscrit puis où les enfants font du sport. Donc, votre enfant est inscrit au Mistral, vous avez droit à un remboursement de 225 $, un maximum de 225 $, jusqu'à 50 % de l'inscription. C'est la décision que le Conseil a prise. Puis, selon nous, c'est plus avantageux que de signer un protocole d'entente avec un club. Pardon? Oui, c'est jusqu'à un maximum de 450 par année. Merci, Mme Gravel, pour la précision. Bonjour, Marie-Lou Saint-Onge. Donc, juste un instant, parents pauvres là, des Laurentides, je ne suis vraiment pas d'accord. 0-0, je pense qu'on est la seule ville qui fait pas de discrimination en fonction de l'inscription au niveau à des activités sportives. Puis ça, c'est en fait, c'est tout le contraire d'une pauvreté, à mon avis. Bonjour, Marie-Lou Saint-Onge, rue des Grands Pics. Serait-il possible d'augmenter la présence policière lorsqu'il y a des travaux sur nos routes? Il y a des travaux présentement sur Saint-Nicolas et le flux de véhicules et le non-respect des limites de vitesse est incroyable sur notre rue. Oui, la réponse, c'est oui. Puis j'ai oublié de spécifier, là, mais le Conseil, juste avant la séance, on s'est penché sur un scénario parce que, semble-t-il, aujourd'hui, c'était le chaos. Puis j'ai même reçu des messages textes de ma propre fille qui était prise dans l'autobus et qui m'a écrit textuellement les mots qu'a utilisé son chauffeur d'autobus pris dans la circulation. C'était quand même... je savais pas que ma fille était aussi bonne en langage familier. Ouais. Donc, je pense que tout le monde a pris conscience de la problématique. Là. Juste avant la séance, on s'est penché sur une possibilité de fermer finalement la section puis de faire un chemin de détour. L'avantage, c'est que les travaux, selon nous, ils vont se dérouler plus rapidement, puis il va y avoir moins de confusion. Parce que là, actuellement, c'est une circulation en alternance. Donc là, les gens, ils s'y risquent.
le chemin de détour il est moins utilisé, donc on veut enlever cette ambiguïté-là. Fort probablement qu'on va annoncer que le chantier va être fermé, puis il va y avoir un chemin de détour, malheureusement, sur Grand Pic. Mais effectivement, là, la directive est donnée comme quoi qu'il va y avoir une surveillance policière fortement accrue, avec notamment l'installation de radars de sensibilisation et tout autre moyen qui pourrait rappeler aux gens que c'est une rue à 30 km/h, puis que tout le monde a intérêt à faire preuve de civisme et de respect dans un quartier résidentiel. Mes parents, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est des travaux qui sont prévus pour environ 10 jours. Là. Fait que c'est pas des travaux qui vont durer tout Ouais, l'été non plus. si on ferme le chantier. Si on ferme le chantier, on en est à 10 jours ouvrables. C'est ça? Moins. Donc, on essaie d'aller le plus vite possible puis de réduire la période d'inconvénients. Donc, c'est la stratégie que le Conseil a décidé de prendre avant la séance, puis c'est celle qu'on va mettre de l'avant. Puis on va vivre avec les inconvénients, mais on a fait le pari que c'était pour durer moins longtemps. Voilà. Gergana Karadzova, rue John Ryan. Le nouveau développement sur John Ryan, pensez-vous pouvoir investir dans un petit parc pour nos enfants? C'est plus de 200 maisons et nous sommes toujours obligés de prendre la voiture pour aller au parc qui est à minimum 5 km. Oui, 5 km, c'est un parc avec des modules de jeu, là, effectivement. Mais nous, la priorité d'investissement dans le frais de parc et terrain de jeu pour ce projet-là, on l'a mis au parc Gaffney Kennedy. Donc, on veut en faire un parc multisport. Évidemment, là, on est à la première étape avec seulement le terrain de baseball, mais ultimement, on veut y instaurer beaucoup d'autres activités sur le site du parc. Si bien que la philosophie de travailler à développer des petits parcs avec des modules de jeu qui souvent peuvent se comparer avec ce que chacun paie pour mettre dans sa cour. Ce n'était pas vraiment une orientation qu'on voulait prendre à court, moyen, long terme. Donc, on voulait plutôt faire le pari de prendre possession de plus grands terrains puis de se concentrer sur l'installation d'activités ou d'infrastructures que personne ne peut se payer dans sa cour. Donc, c'est les orientations qu'on a données pour ce projet-là. Puis ultimement, là, il y a une piste cyclable sur ce secteur-là, puis on veut travailler aussi dans les prochaines années à permettre un accès multifonctionnel le long de Rivière-du-Nord qui faciliterait l'accès au parc Gaffney Kennedy. Deuxième question. Le projet de feu de circulation sur Rivière-du-Nord et Montée d'Église est rendu où? J'ai reçu l'échéancier réalisé par mon directeur général adjoint aujourd'hui, Sylvain, c'est ça? Donc, on dirait que j'étais devin. Hein? C'est comme si j'avais prévu me faire poser une question aujourd'hui. Donc, je vais vous le sortir. D'abord, d'entrée de jeu, là, rappeler que c'est un projet MTQ. Donc, on fait avec les impératifs imposés par le ministère. Et lors de l'annonce des travaux, des investissements routiers faits par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, section Laurentide, le directeur régional était un peu découragé d'être obligé de revenir pour me dire que l'échéancier n'allait pas plus vite que ce qui était prévu. Donc, j'ai été bon joueur. Normalement, je suis tannant, mais là, j'ai été bon joueur. J'ai comme été surpris devant tant de franchises. Mais là, actuellement, là, l'échéancier, c'est... là, ce qui tarde beaucoup, là, c'est toutes les démarches d'expropriation faites par le ministère des Transports. Semble-t-il que la personne qui est affectée à ça, ça a tardé, congé paternité, blabla. Ils ont tout le temps des raisons. Je ne les qualifierais pas, c'est des raisons. Là, ce qu'on prévoit, là, c'est beaucoup dans la fin. C'est ça. Le début des travaux, on est en octobre 2024. Réalisation 25, mais livré 2026. Donc, ça, c'est notre perspective en fonction des rencontres qu'on a avec eux. Là. Donc, c'est notre estimé, mais ce qui avait été souhaité par le ministère des Transports, c'est de commencer les travaux en 2024. Nous, n'y croyons pas tant que ça. Il y a comme une phase préparatoire aussi pour donc, que Hydro-Québec puisse se déplacer. Ouais. Hydro-Québec-là, le ministère prévoit comme une année. Oui. Donc, il y a un volet préparation du terrain, puis un des grands volets là, qu'on souffle. Là. Je ne sais pas si on entend bien. Ce que M. Comeau me indique dans la salle, c'est qu'il y a une grande phase qui dépend du déplacement des services par Hydro-Québec.
Puis le ministère des Transports, c'est un client comme les autres pour Hydro-Québec, donc ils sont obligés de se réserver une période assez large dans le calendrier là, pour s'assurer qu'Hydro-Québec soit capable de déplacer les poteaux et les lignes nécessaires pour préparer le terrain pour arriver aux travaux. C'est ça. Ouais. Éric Mercier, rue du Bonnybrook. On est nouveau résident du quartier Bonnybrook et on suit la saga qui dure depuis de nombreuses années. On se fait dire que vous voulez instaurer plusieurs parcs dans notre quartier. On a payé nos maisons assez cher pour avoir la quiétude. Plusieurs parcs, ça veut dire des gens qui font la fête à côté de chez moi. Est-ce possible d'avoir des détails là-dessus? Qu'est-ce qui se passe et combien toute cette histoire-là nous coûte? Est-ce possible d'avoir une séance d'information pour en connaître les tenants et aboutissants? Bon, il y a beaucoup de questions là-dedans. Là. Plusieurs parcs, là. Moi, c'est difficile de répondre aux rumeurs. Là. Il n'y a pas de parc là, tant que ça. Là. Les propriétés sont à vendre sur Centris. Ceci dit, s'il y a transaction puis demande cadastrale, la Ville va assurément faire valoir ses droits en frais de parc et terrain de jeu. Il peut y avoir des terrains intéressants. Je comprends que vous êtes nouvel arrivant. Ceci dit, vous l'avez dit, là, il y a un historique qui date de 1995 avec le propriétaire. Il y a eu des promesses à l'époque du propriétaire comme quoi qui était pour avoir un court de tennis, blablabla, activité, nanana. Chose qui, de vos propres yeux, de nouveaux citoyens, voyez bien qu'il n'y a rien de ça ici. Dans ce secteur-là ou dans ce quartier. Donc, en termes de coûts, là, je pense que ça a été nommé de manière répétée dans le passé. Actuellement, là, on voit là, quelques recours un peu exagérés. On dirait quelqu'un qui s'ennuie là, puis qui cherche des gens avec qui échanger, là, parce que nous, on ne considère pas très, très sérieux ces recours-là. Ceci dit, il faut se défendre. Puis dans le recours précédent, là, on conteste notre règlement de frais de parc, là, qui a un droit reconnu là, dans la loi des cités et villes d'aménagement et urbanisme. Là. Moi, je ne vois pas où on s'en va avec ça. Puis l'autre chose, c'est qu'on ramène des histoires des années 90 sur un réseau de drainage qui affecterait une propriété. Fait que, tu sais, c'est pas des grosses affaires, là, mais ultimement, c'est comme une mouche qui tourne autour de la tête puis que tu n'es pas capable d'écraser. Hein? Faut la gérer. Oui. Est-ce qu'on peut préciser aussi que les frais de parc, c'est pas nécessairement pour construire des parcs? Exact, oui. Parce qu'il y a quand même plusieurs promoteurs qui disent on prend un pourcentage en frais de parc et terrain de jeu, et qui va dire il va y avoir un terrain de jeu, mais que c'est pas nécessairement... Exact. Dans le fond, les orientations ne sont données que par le conseil municipal. C'est ce que vous pouvez entendre d'un citoyen ou de n'importe qui rapporte une information. Moi, je vous invite toujours à contacter vos élus. Dans ce cas-ci, c'est Mme Gravel, Mme Scriven, puis en partie Mme Mercier aussi. Là. C'est un secteur qui est divisé en 3, dépendamment où vous habitez. Sinon, moi, directement, des séances d'information, pour répondre à la séance d'information, c'est pas demandé actuellement. Là. Ceci dit, si vous avez des interrogations, ça va nous faire plaisir. Donc, sans faire une séance d'information générale, de prendre du temps avec vous, puis de vous raconter ou de vous expliquer les tenants et aboutissants de ça, puis où nous en sommes, ça va nous faire plaisir de le faire. Puis vous avez des conseillères très, très, très dédiées sur le territoire, en plus d'un maire qui a une bonne mémoire. Donc, ça peut aider. Je vous invite à nous contacter si vous avez des questions plus précises. Karine Martel, rue Bonnybrook. La Ville a retiré plusieurs arrêt-stops et les voitures passent rapidement. Est-ce qu'il serait possible d'avoir des ralentisseurs? Ça prend... Moi, je vous invite à faire une requête très, très précise auprès de Mme Gravel ou Mme Dereich, qui sont sur le comité de sécurité routière. Ceci dit, ce secteur-là, on a déjà ajouté des bosses de ralentissement. Ces bosses de ralentissement-là servaient à même chose, là, à remplacer des stops qui avaient été installés sans qu'il y ait un débit nécessaire. Ceci dit, moi, je vais vous répéter, là, on pourrait toujours multiplier les moyens. Là, on ne remplacera jamais le conducteur et la personne qui décide qu'il se fout un peu de ses voisins et dans quel secteur il roule. Je pense que ça prend... Il faut être conscient qu'il faut avoir un civisme, respecter ses voisins, avoir conscience sur quelle rue on roule, qu'il y a des secteurs où les gens ils prennent des marches, puis je sais que c'est le cas sur Bonnybrook. Il y a beaucoup de gens qui promènent leurs animaux, qui prennent des marches, il y a des enfants. Donc, c'est une approche collaborative de tous les interlocuteurs. La Ville, nous, on fait
on agit avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire qu'on a multiplié depuis plusieurs années. Je pense que ça se calcule quasiment un coût de millions de dollars depuis qu'on est arrivé, les moyens en sécurité qu'on a mis de l'avant pour essayer de changer la philosophie, puis d'amener les gens à respecter une fluidité tout en ne respectant les limites de vitesse. C'est vraiment l'approche qu'on veut garder. Ceci dit, on ne remplacera jamais un imbécile. Un imbécile, ça va demeurer un imbécile. Puis, tu sais, non, mais on pourrait mettre tous les moyens en œuvre, que ce soit des bollards, que ce soit des radars, que ce soit des bosses de ralentissement, des arrêts. S'il y a quelqu'un qui décide qu'il se fout de ses voisins et qui se fout de où il roule, malheureusement, on peut pas remplacer ça. On ne peut pas agir comme ça. Mais ceci dit, les moyens qu'on a, on les met en œuvre. Puis le souci, souvent, c'est la vitesse. Mais il faut aussi être conscient qu'il y a 90-95 des gens qui sont respectueux. Puis le 5 de la façon dont on veut travailler aussi, c'est de les cibler directement. Donc, si vous voyez qu'il y a des gens qui ont un comportement répétitif de non-respect des règles du Code de la sécurité routière, nous, on vous invite à nous contacter directement, puis on envoie directement le service de police chez les gens en mode prévention et sensibilisation, puis ça fonctionne aussi. Fait qu'on a une gamme de moyens à notre disposition pour gérer les exceptions et les cas difficilement atteignables par les différents moyens qu'on met en place. Allez-y. Bonsoir, Mme Martel. En fait, c'est très simple si vous désirez que l'on fasse une étude de la rue Bonnet-Bourg. Dépendamment, je ne sais pas où vous êtes situé, parce qu'il y a déjà 2 bosses de ralentissement permanents qui ont été mises en place dans les années précédentes. Mais vous pouvez aller sur le site Web de la Ville, dans les onglets en haut à droite, Services aux citoyens, plaintes et requêtes. Vous sélectionnez requêtes, travaux publics, et vous pouvez mentionner les informations comme quoi que vous aimeriez avoir une bosse de ralentissement. Automatiquement, vous allez être ajouté à la liste des analyses des rues à faire, et ça va suivre son cours et passer par le comité de sécurité routière s'il y a un besoin suite à la mise en place d'un radar pour faire les calculs des usagers de la route à la vitesse à laquelle ils roulent. Alors, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Bonne soirée. Oui, absolument. Depuis peut-être 2019, là, on installe 20 bosses de ralentissement par année. Puis comme Mme Gravel l'a dit, là, maintenant, on a des critères très, très objectifs. Donc, suivant la requête, on va analyser, on va installer des radars, on vient déterminer le débit, on vient déterminer la vitesse moyenne. Donc, est-ce qu'on fait face à des exceptions? On a un comportement qui est vraiment généralisé. Puis là, c'est suivant ça qu'on vient déterminer les bons moyens, effectivement. Puis je n'ai pas répondu tout à l'heure à, je pense que c'est M. Gervais qui était sur Liège, qui parlait de bosses de ralentissement. Évidemment, des rues où on sait que ça mène à des cul-de-sac, on essaie de ne pas... tu sais, souvent, on prend conscience que c'est 2-3 voisins. Là, on essaie de sensibiliser au lieu de venir mettre un obstacle pour un seul propriétaire ou un seul bâtiment, parce que souvent, on constate que quand les rues sont en construction, quand il y a des secteurs qui sont développés, souvent la problématique est liée par les fournisseurs qui construisent les maisons ou sinon les camions Amazon. Il faut regarder. Là. Normalement, des bosses de ralentissement dans des cul-de-sac, c'est pas ce qu'on aime faire, parce que souvent, c'est un problème qui est très, très, très local et individuel. Pardon, M. Lemaire, j'aimerais juste clarifier que je ne suis plus sur le comité de sécurité routière pour des raisons personnelles. Ah oui, c'est vrai. S'il vous plaît, merci. Donc, Mme Gravel. Ben oui. C'est ça. Maria Spinelli, chemin de la Rivière-du-Nord. Je voudrais savoir s'il y a des programmes de financement pour les familles à faible revenu pour la reconstruction de la maison. Oui, en fait, les programmes disponibles sont pour une adaptabilité de la propriété si on fait face à des situations, par exemple, d'handicap ou de mobilité réduite. Mais pour des gens qui n'ont pas les moyens, moi, à ma connaissance, ça n'existe pas. Là, sur la scène municipale, à tout le moins, là, nous, ce n'est pas quelque chose qu'on rend disponible. Après ça, sur la scène nationale, des programmes Réno-Climat, Réno-Région, peut-être qu'il y a des choses, mais prédisposées à des gens des faibles revenus, je pense. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Je n'ai jamais entendu quelque chose qui était offert à ces gens-là. Là. Martin Barbe, montée de l'Église. Bonjour, j'ai une question. J'aimerais savoir si la Ville de Saint-Colomban va avoir l'augmentation de taxes pour les plaques de la Ville de Montréal. Non. Ceci dit, il va en avoir une parce que c'est une décision qui a été prise
au niveau de la MRC, puis l'augmentation prévue, on est à 34 ou 37 $. Donc, rien à voir avec le 150 $. M. Barbe avait une deuxième question. Il arrive quoi avec le groupe Jarreau? Oh, ça, je ne sais pas, Martin. Qu'est-ce que... Peut-être qu'il se trompe de conversation. Le groupe Jarreau, j'ai jamais... Ouais? Non, rien. Rien. Okay. Rudy Coffrier, de rue des Irlandais. Y a-t-il un règlement municipal qui limite le temps auquel un promoteur qui développe un quartier peut utiliser un terrain pour stocker des matériaux, de la machinerie et une roulotte de chantier une fois les constructions terminées? Normalement, oui. Normalement, ce n'est pas quelque chose qui est possible d'être fait, surtout pour une roulotte de chantier. Il faut que le projet soit encore en cours, mais je pense que dans le cas qui nous concerne, il est peut-être encore en cours, le projet. Parce qu'il est question probablement d'un bouclage de la rue Darling. Donc, il reste peut-être une phase à faire, mais sous réserve. Mais normalement, effectivement, on peut pas laisser les choses traîner si le projet est terminé. Je veux juste préciser que M. Barbe je parlais du Golf Bonnie-Brook de M. Garot et non du groupe Jarreau. OK. Juste répéter la question de M. Barbe. Il voulait savoir qu'est-ce qui arrive avec... rien. Voilà. C'est la même réponse. Groupe Jarreau, développement, même chose. Quand je dis rien, là, c'est que nous, il va se passer quelque chose quand on va voir quelque chose de concret déposé à la Ville de Saint-Colomban, sur lequel le conseil municipal va avoir à prendre une décision. Donc, rien. Annie Sauvageau, rue du Sanctuaire. Est-ce qu'il y a des solutions pour pallier aux décibels lors des matchs des Cardinaux en semaine? Étant une famille de jeunes enfants qui habitent près du terrain de baseball, le son très fort jusqu'à 22h30, tard le soir, est problématique. Oui, on nous a exposé la situation, puis on est en train de regarder à installer un système audio là, qui calibre mieux les décibels, puis orienté aussi dans le bon sens pour éviter de déranger les gens. On est sensible à ça, effectivement. Elena Okolelova, montée de l'église. Si c'est possible de faire un fossé de béton ou d'asphalte le long de la montée de l'église autour du 220, il y a une grande pente pour que toute l'eau pluviale s'écoule jusqu'à la petite rivière au 216 et ne pas pénétrer comme Niagara Falls dans notre terrain. Ça s'utilise déjà dans d'autres endroits, mais pas à Saint-Colomban. Oui, je vous invite à faire votre requête directement aux travaux publics ou au MTQ. Mais on va commencer par les travaux publics de la Ville de Saint-Colomban. Gilles Garot, Golf Bonnie-Brook. Pourriez-vous expliquer vos allégations sur le tennis et la piscine que vous venez de faire, s'il vous plaît? Vous semblez alléguer que le propriétaire s'était engagé à le faire, si j'ai bien compris. Oui, je ne m'embarquerai pas là-dedans, M. Garot. On a assez joué dans le film. Parfait. Éric Mercier, rue du Bonnie-Brook. Est-ce qu'il y a présentement des projets de développement au centre-ville pour avoir plus de commerces de proximité, comme des épiceries ou autres? Oui, moi, je vous invite à visionner la séance archivée de la consultation publique du mois d'avril qui touchait au plan particulier d'urbanisme, puis aussi probablement la dernière séance là, où on l'a présenté de manière plus détaillée. Ça va répondre fort probablement à vos questions. Ça fait le tour des questions. Merci, Mme Sénécal. La période de questions étant épuisée, ça prend quelqu'un qui propose la clôture de la séance. Isabelle Lapointe, je la propose. Merci, Mme Lapointe. Donc, on se revoit en juillet, deuxième mardi de juillet. D'ici là, je vous souhaite une très belle fête nationale, un très bon début des estivales, des festivités estivales, début du marché public, camp de jour. Oui, je vous souhaite que ça se passe bien. C'est particulier cette année, le camp de jour. On est quand même décentralisé sur 3 sites, sans des hauts-bois. On espère que ça va bien se dérouler. Ceci dit, on a des sites magnifiques sur le territoire, puis je suis très, très, très confiant que l'équipe puisse les mettre en valeur, puis sache occuper vos enfants durant l'été. S'il y a quoi que ce soit, nous, on est toujours disponibles. Vous envoyez un courriel, vous contactez vos élus, puis ça nous fait plaisir de faire des suivis. Même en vacances, on a des belles machines qui nous permettent d'être très, très, très efficaces. Donc, on se revoit au mois de juillet. De l'autre côté de notre fête nationale. Puis moi, je vous invite, ça devrait être très, très, très plaisant. Moi, j'ai très hâte de voir Qualité Montel, ça va être très festif. Puis sinon, on se croise au jardin public, ce qui manque des événements. Le premier marché
C'est ça. Demain, après-demain. Sinon, on se revoit. À bientôt. Merci beaucoup.